Salut à tous, on vous propose un épisode de podcast un peu particulier aujourd'hui. On a eu le plaisir d'échanger avec Daniel Chaffé, qui est évidemment une des références dans le milieu du CrossFit en France et à l'international. L'échange était plus long et un petit peu différent par rapport aux autres, donc on a choisi de scinder cet épisode en deux parties. Voilà, une partie plus storytelling, où Daniel raconte un petit peu ses expériences, ses rencontres marquantes, ses réussites, ses échecs aussi. Quelque chose de plus personnel que ce qu'on a l'habitude de partager sur Pépite. Et une seconde partie où on rentre plus dans le vif du sujet de la gestion d'une box, du concret, du vécu et pas mal de conseils. Voilà, je vous laisse avec le premier épisode et bonne écoute. Et je suis désolé, je t'ai perdu 3 millions d'euros. Et il me fait, mais tu crois que je vais accepter ta démission? Je pensais que tu allais me virer, donc je préférais démissionner avant que tu me vires. Au moins, je pars avec un peu ma tête haute, quoi. Et il m'a dit, mais jamais de la vie. Genre, là, tu as eu une formation de 3 millions d'euros. Il faut maintenant que tu me rembourses. Et j'ai appelé Sophie. J'ai dit, hey, Sophie, tu crois quoi, hein? Je pense que toi et moi, on va démissionner et on va ouvrir une box de CrossFit. Et tout d'un coup, il y avait des pompiers qui prenaient le train d'Orléans pour venir faire une séance dans un parc de Paris. Il y avait des flics, il y avait des rugbyman, des judokas. On est parti ? Chaud. On est aujourd'hui avec toi, Daniel. On est chez toi. Oui. Merci de nous recevoir ici. Avec plaisir. C'est très cool. Bon, on a vu qu'il y avait du monde dans tes salles, donc peut-être moins évident. Là, il y a du monde chez moi, vous voyez pas, mais là, ils sont 15. Là. Le business se porte bien. Là, tu reviens des French, enfin, c'était il y a une dizaine de jours. Ouais. Là, on est. Yeah. Tu reviens du Canada aussi ? Entre-temps, oui. Retour des French, j'avais 24 heures et puis parti au Canada. Ouais. Mais tu as quand même pris le temps de nous recevoir pour cette interview. Donc l'invitation était si bien préparée et présentée que quasi impossible de dire non. Bon, très cool. Juste petit aparté sur tout ça. Avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, pour contextualiser un petit peu, tu avais reçu des gens de chez Pépi à l'époque, il y a quelques années, il y a très longtemps, c'était au tout début du projet. Ouais, c'était au Genesis du projet. Et des jeunes motivés qui adoraient l'entraînement. Et de ce que je me souviens, ils voulaient vraiment quelque chose made in France, quoi. Et ils avaient vraiment analysé le marché de l'époque. Ils avaient regardé tout ce qui se faisait, Mind Body, etc. Tous les trucs. Surtout ce qui est... Parce que les Américains, ils avaient une dizaine d'années d'avance. Donc, c'était surtout les applis américaines. Puis après, les 2-3 européennes, etc. Et ils étaient vraiment à l'écoute. C'est des bons jeunes. Ouais. Mais à l'époque, il n'y avait rien du tout. Il y avait juste des maquettes papier. Voilà. Ils sont un peu moins jeunes maintenant. Et voilà, mais... ouais. Mais en tout cas, tu avais su aussi prendre le temps justement de recevoir des membres de l'équipe pour aider à comprendre vraiment les besoins qu'on avait sur le marché du CrossFit. Actuellement, maintenant, on a plus de 300 salles qui sont partenaires, enfin qui sont clients de chez Pépi. Donc l'impact que tu as eu à cette époque est réel parce que sans toi, peut-être on serait allé sur d'autres sports, sur d'autres besoins. Donc non, c'est très cool aussi que tu puisses. Il y a vraiment ce besoin et c'est pas un besoin furtif, c'est pas quelque chose qui va disparaître demain. Donc je pense que c'est un créneau sur lequel c'est intelligent de se positionner, mais il y a vraiment ce besoin d'accompagnement. Il y a ce besoin de... Moi, je trouve pas que vos salles sont vos clients. C'est vraiment des partenaires. Et je sais qu'à l'époque, vous avez vraiment abordé le sujet comme ça. Il faut que les salles gagnent. Et si les salles gagnent, nous aussi, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment de l'accompagnement. Donc, j'ai trouvé ce positionnement intéressant. Tandis que, surtout à l'époque, c'était une transaction. C'était vous achetez ce service, le service est figé. Et si vous n'aimez pas, vous êtes libre de partir. C'était vraiment, il y avait un petit peu d'arrogance de la part à l'époque, c'était Zen Planner, Mind Body, Sugar WOD. Il y avait 3-4 gros joueurs sur le marché qui aujourd'hui souffrent beaucoup parce que justement, dans différents pays, il y a des pépis qui se sont manifestés, vous avez une bien meilleure proximité avec vos partenaires que ces grosses boîtes qui avaient une approche un peu arrogante. Donc, je pense que vous avez compris, le mot en anglais, c'est trust, confiance. Pour un teneur de boîte, je pense que vous êtes le partenaire le plus important qu'ils puissent prendre. Une fois qu'ils savent ce qu'ils veulent faire, vous êtes le partenaire le plus important qu'ils puissent prendre parce que soit vous accélérez ce qu'ils veulent faire
ou vous mettez des bâtons dans les roues et des dodanes, quoi. Et donc, ils ont vraiment perdu du souffle, hein, les Américains. Ils sont, moi, j'en connais. Il y a une entreprise qui sort du lot aux États-Unis là, qui vraiment, ils ont compris, ils ont un peu la même approche que vous, mais les autres, ils ont beaucoup de mal à changer. Ce sont devenus des grosses machines, donc avec des entreprises où ils sont assez nombreux maintenant. Donc, pour changer la culture, pour changer l'approche, c'est très difficile. Ouais. C'est sûr qu'à notre échelle, c'est beaucoup plus facile justement d'être à l'écoute des besoins réels. Vous êtes un bateau moteur. Eux, c'est des paquebots qui prennent 10 ans pour changer de degré leur direction. Et vous êtes à l'écoute. Donc, un teneur de boxe vous donne du feedback. Vous êtes capable d'analyser qu'est-ce que ça va prendre pour écrire les lignes et changer le truc, etc., et modifier et améliorer. Et c'est le retour que j'ai en tout cas des teneurs de boxe français. C'est... j'ai eu personne qui était avec vous qui démontrait une déception, quoi. C'est intéressant. Donc, une des raisons pour laquelle j'ai accepté l'entretien. Daniel Chaffé, c'est un nom qui résonne pas mal dans l'univers CrossFit à l'échelle internationale. Faut le dire à ma mère. Elle comprend toujours pas ce que je fais. Si elle nous regarde, elle le saura. Tu fais partie un peu des figures majeures, je pense, de la discipline depuis pas mal d'années. Tu as aussi plusieurs casquettes. On a parlé des French juste avant. Tu es gérant de 3 salles. Tu as aussi un rôle prédominant chez CrossFit. Donc on va essayer un peu aujourd'hui de comprendre justement ce cheminement, de ce qui t'a amené à partir de la découverte du CrossFit jusqu'à aujourd'hui et au développement vraiment des affiliés dans le monde. On va essayer de voir aussi à travers la gestion de tes salles comment toi tu gères ton business, et puis échanger peut-être en fin d'interview sur l'entité CrossFit, savoir un petit peu ce qui se passe en ce moment, avoir un peu des insights de tout ça. Est-ce que ça doit déjà comme programme avoir des news? Oui. Comme je t'ai dit, pose toutes les questions que tu veux. Ouais. Puis, très bien. Est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter un peu les grandes étapes de ton parcours? Daniel Chaffé, je suis britannique, amoureux de la France, mais je suis fièrement, comme vous pouvez voir dans les oreillers, je suis très fier de mes origines. J'ai adoré le rugby, le volley, le tennis. J'étais pas extraordinaire à l'école ni à la fac. Je faisais juste ce qu'il fallait pour ne pas trop merder. J'ai redoublé ma 5e. Donc, c'était le premier échec scolaire. J'ai changé de fac une fois. Je devais faire business et j'ai pas aimé. Donc, je suis parti travailler sur les chantiers et ensuite parti en Australie à la découverte un peu un peu du monde. Rentré, j'ai commencé le droit. Donc, j'ai fait mes études de droit. Donc, à ce moment-là, mes parents... Ok, bon, fils, il va être avocat, c'est cool. Et j'ai fait une maîtrise en droit chinois, donc Confuce et tout ce qui se passe là-bas. J'ai commencé le mandarin. Je suis pas allé très loin. Donc j'ai réussi mes études de droit, de justesse. Toujours aussi passionné par le rugby à l'époque. J'ai eu une saison où je me suis pris pas mal de coups et j'ai terminé à l'hosto avec une commotion cérébrale assez sévère. Et après ça, je jouais avec un casque, etc. J'ai eu une deuxième commotion cérébrale, même malgré le casque, dans la même saison. Et à l'époque, en Angleterre, si tu avais 2 commotions cérébrales, tu étais sur le banc pour le reste de la saison. Et je ne suis jamais revenu après ça. Parce que j'avais un blanc, en fait, de plus de 20 minutes après une commotion cérébrale. Et j'adorais le rugby, mais dès que tu commences à hésiter dans les plaquages, dans les contacts, t'es plus un fardeau, tu deviens un maillon faible. Et voilà, donc donc j'ai joué un petit peu pour le plaisir, mais c'était rien de folichon après. Donc je savais pas quoi faire pour le sport, donc j'ai fait des études de fitness. Et j'avais commencé mes études de fitness un petit peu avant, mais juste pour comprendre mieux comment m'entraîner pour préparer le rugby. Et en fait, j'ai basculé, j'ai arrêté le rugby et je me suis lancé dans les études de fitness quand j'étais toujours à la fac. Donc j'ai fait les RSAs, World Sports Associations. C'est des petits diplômes qui duraient, il
fallait 2 semaines de cours intensifs pour passer exercise to music, c'était l'aérobic, ou le step, aquagym, machin. Voilà. À l'époque, c'était ça. Hein. Si tu étais coach, tu faisais soit des programmes sur papier que tu donnais aux adhérents, ou soit tu donnais les cours co. Il n'y avait pas vraiment un métier de coach. C'était, la plupart des coachs, c'était des temps partiels, c'était des barman qui coachaient, ou, voilà. Et puis, ils coachaient pour gagner un peu plus. Ils arrondissaient les fins de mois avec leur coaching. Il n'y avait pas vraiment un métier. C'était pas perçu comme une profession. Tu le faisais par passion, et voilà, tu étais kiné, mais tu coachais un peu. Ou, voilà. Et moi, je le faisais pour le plaisir. Je pensais être avocat à Hong Kong. À l'époque, Hong Kong faisait partie des colonies britanniques qui a été rendues à la Chine en 96. Et il y avait un accord de quoi voilà, ça allait rester britannique, que l'anglais allait être une des 2 langues principales, et qu'ils allaient permettre toujours aux entreprises britanniques de travailler là-bas, que ça allait être un petit peu différent, un petit peu à part que le mainland. Et, mais quand j'ai fini la fac, je suis allé, il y a une école que tu dois faire pendant 10 mois. En fait, tu es en alternance à l'école et puis dans un cabinet d'avocat. Et j'ai fait 2 mois. Honnêtement, j'ai jamais été plus misérable que ce moment-là. Costard, cravate, métro, boulot, dodo pendant 2 mois, à faire des photocopies, à être dans des réunions où les avocats ils discutaient plus de comment facturer que réellement résoudre les problèmes ou les conflits de leurs clients. Et je me suis dit, ça, c'est vraiment pas pour moi. Je veux pas juste travailler pour acheter une maison et payer l'hypothèque pendant 20 ans, et puis tu crèves et tu lègues 50% au gouvernement et t'espères avoir assez pour que j'ai eu des moments de problèmes existentiels à ce moment-là. Et je suis allé voir mes parents, j'ai dit, écoutez, merci pour le soutien pendant mes études, mais je vais partir, je vais voyager, mais j'ai pas d'oseille, donc je sais pas comment je vais faire. Et en fait, j'ai postulé pour être JO au Club Med. Je me suis dit, bon, je parlais français, j'aimais le sport. Club Med, c'était à l'étranger, j'avais cette vision un peu exotique. Et donc, je suis parti. Ma première saison, c'était pas super exotique, c'était à Pompadour en France. C'était un village d'équitation. Et je suis là-bas, j'ai fait un mini-club. Donc, moi, j'étais juste un grand enfant. J'avais, je sais plus quel âge, 21, 22 ans à l'époque. Mais j'étais comme un grand ado, donc ils m'ont foutu avec les ados. Et je me suis régalé à faire du sport avec eux toute la journée. Je les éclatais en sport. Je faisais des trucs qui n'étaient pas sur le planning. Allez, on va faire un footing dans les bois, machin. À l'époque, il n'y avait pas de sécurité, des trucs, machin, décharge, tout le machin, tu vois. Si tu rendais les enfants avec toutes leurs dents, c'était gagné, quoi. C'était pas gagné. Donc je me suis régalé là-dessus. Et j'ai fait ma première saison, je devais rester 2 mois. Et ensuite repartir en Angleterre et logiquement reprendre ma carrière d'avocat. Sauf que je me suis tellement régalé, j'étais pas trop mauvais. J'étais un peu timide. Je n'osais pas trop participer, les spectacles, les trucs comme ça. J'étais toujours sur le retrait. Je faisais mon métier de jour, c'est-à-dire les ados avec tout cœur. Et vraiment, j'y tenais. J'étais très fier de ce que je faisais. Mais le contact n'était pas facile pour moi. D'être à table avec des gens plus âgés, de différents pays, différentes nationalités. Et je me suis rendu compte que c'était une très bonne école. Que déjà en 2 mois, j'avais mûri. Je commençais à comprendre la communication, l'intelligence émotionnelle, si on veut. Ça faisait une grande partie de la formation au Club Med. Et j'étais invité à faire une 2e saison. Et ensuite une 3e, et une 4e. Et je suis passé au sport, j'ai fait 10 jockeys, j'étais nul. On picolait du Baileys tous les soirs pendant 3 mois. Et on skiait en journée. Je mettais des CD, des compiles, et puis j'allais sur la piste de danse et je dansais. Donc j'étais pas très bien comme disait. Après, j'ai fait sport terrestre, aquagym, les footings sur la plage, etc. Et après, je suis devenu chef des sports. Et chef des sports au Club Med, on a l'impression que c'est les crazy signs, machin, etc. Mais en fait, c'est assez rigoureux. Tu as des plannings à faire. Faut motiver les mecs à se lever à 4h du matin pour aller prendre les sacs devant les portes de chambre et puis dire au revoir aux gens au bus, machin. Il faut s'assurer que ton équipe ne merde pas parce que voilà, sinon, tu as quelqu'un qui loupe son transfert à l'aéroport et ce genre de choses. Et puis, il fallait apprendre à... Il y avait le management des process, mais il y avait le leadership des gens.
C'est-à-dire, au Club Med, à l'époque, on était payé très, très mal. Mais tu étais nourri, logé, et puis c'était fun. Ouais. Donc, c'était pas du bénévolat, mais c'était tout comme. Il y avait 0 jour de repos à l'époque. Tu travaillais, si tu partais pour une saison de 9 mois, tu allais travailler tous les jours pendant 9 mois. Donc, au bout de 2-3 mois, la fatigue s'est installée, et puis il fallait trouver des leviers pour motiver les gens. Et tu n'avais pas le levier de la peur. C'est-à-dire, t'es pas à l'armée. Tu peux pas les mettre au cajot. Voilà. Et tu n'avais pas le levier de l'argent. Parce que tu n'avais pas, tiens, fais ça, il y a une prime ou une commission, etc. Et sans le savoir, parce que je ne l'avais pas étudié, on apprenait sur les objectifs perso, on apprenait sur deuxième niveau de leadership, c'est la proximité. Troisième, c'est quelque chose que tu fais qu'ils ont envie pour la boîte, qu'ils ont envie d'émuler et être comme toi. Et le quatrième, c'est quelque chose que tu fais pour eux personnellement, etc. Et j'ai appris tout ça à posteriori. Ah, d'accord, c'est pour ça que ça marchait. Donc au Club Med, j'ai appris beaucoup sur le management, mais également le leadership. Ils avaient des belles formations. Tu retiens justement de tes expériences. Ouais, moi, je ne savais pas à l'époque. Moi, c'était juste, j'allais d'une saison à l'autre et je pensais être comme un vagabond. Je ne savais pas où j'allais. Et les saisons passées, je m'éclatais. Je voyageais, c'était génial, des belles expériences humaines. Première fois que j'ai parlé au micro, c'était au Club Med. Un chef de village me dit, tiens, tu parles anglais? Je dis, je suis anglais. Super, tiens, prends ça. Et tout ce que je dis en français, tu répètes en anglais. Je dis, ok, je le suis et je me retrouve sur scène devant 1600 personnes. Et là, j'avais la main qui tremblait, je transpirais de partout. Et j'écoutais, je devais être comme ça, je l'écoutais. C'était les premières expériences au micro, c'était terrible. Et éventuellement, quelques mois plus tard, tu te retrouves à monter sur scène, tu es tout seul, tu parles en français, après tu traduis toi-même en anglais, et tu devais animer, tu devais trouver comment communiquer et attirer l'attention de 1600 personnes. Donc, tu apprends vite. Tu merdes plusieurs fois, tu sors, tu dis, oh la honte, ah merde, tu fais plein de trucs comme ça, mais tu apprends vite. Donc, de parler en public, c'est quelque chose que j'ai appris au Club Med aussi. De captiver l'attention des gens, c'était quelque chose que j'ai commencé à apprendre là-bas. Et ensuite, je ne savais pas comment quitter le club. Je rentrais à la maison et j'adorais rentrer voir mes parents, ma sœur, d'aller à Londres, mes potes, etc. Mais t'es tellement dans une bulle. T'as pas de politique, t'as pas de problème, t'es inconscient de l'impôt, t'es inconscient de tout ça. Nourri, logé, blanchi. Le plus gros souci que t'as dans ta gestion à toi, c'est de remettre ton sac de linge au bon moment pour être sûr que c'est ça. Mais par contre, tu t'as fait. Et tu t'as fait... tu faisais footing sur la plage à 7h et puis il y avait des moments où tu terminais les répétitions le soir à 1h du mat. Après, si tu avais la chance d'être invité pour boire un verre, etc., tu te couchais à 2h30, 3h et tu rebolote le lendemain, tu étais debout à 6h30. Et tu faisais ça pendant des mois. Donc j'étais sec comme un raisin. Il y avait des moments où je tombais dans les pommes de fatigue, des trucs comme ça, mais c'était... Voilà. Donc tu apprenais en fait à faire de longues journées. Et éventuellement, c'était dans ma dernière saison que le club avait instauré un jour de congé par semaine. C'était au moment où je quittais le club. En fait. Donc là, parfois, je suis parti en vacances au club avec mon fils et tout, et je les vois avec 2 jours de congé dans la semaine. Ok, pas mal. Ça a changé. C'est pas mal. Ouais. Le droit du travail est arrivé au Club Med, donc c'était pas mal. J'ai quitté le Club Med parce que j'ai rencontré une femme. Voilà. Quand on dit qu'on change de ville, soit pour le travail, soit pour le cœur, voilà, c'était pour le cœur. Et le Club Med, en fait, il m'avait donné une promotion pour être chef de village. J'allais être le plus jeune chef de village au Club Med à 26 ans. Et j'étais très fier. J'étais le seul Britannique. Ça faisait un peu de bruit dans le club à l'époque. Mais je devais partir comme un second, observer, etc., à Varadero, au Cuba. Et ma copine, à l'époque, elle habitait Paris. Elle était venue me voir. J'étais à Ibiza. Je pense qu'elle venait souvent me voir, justement parce que j'étais à Ibiza et qu'elle voulait garder un œil sur moi. C'était le club à Ibiza. Genre. C'était la tempête parfaite pour se découvrir. Et donc, elle venait souvent me voir à Ibiza. Mais quand j'ai eu la promotion pour aller à Varadero, elle m'a dit, écoute, je t'aime. Je suis très fier de toi. Tu as travaillé dur pour ça. Mais si tu pars à Varadero, sache qu'entre nous, c'est fini. Voilà. Donc, j'avais un choix à faire. Soit je réalise mon objectif professionnel, et en fait, j'en avais pas d'autre parce que je réfléchissais pas trop, et je perdais ce que je pensais être la femme de mes rêves, etc. Ou je quittais le club. Et j'ai décidé de quitter le club. Voilà, j'étais un romantique au fond de moi. Et
Je sais pas où c'est parti ça, mais j'étais un romantique. Oh bah, tiens, voilà. Vous allez peut-être rencontrer Brigitte, un des chats de mon fils. C'est Brigitte. Voilà, ça c'est Brigitte là, si vous voyez passer là. Euh, et donc j'ai quitté le club, je suis allé à Londres parce que le club voulait pas me perdre. Ils ont dit, écoute, bon, peut-être ça marchera pas avec la copine, donc est-ce que tu veux pas travailler dans un siège? Je dis, bah, si tu veux, mais faire quoi? Il me fait, ah, tu vas faire du marketing. C'est quoi le marketing? Rien du tout. Si vous voulez, mais je connais rien. Oh, t'inquiète, on va te montrer. Et donc je vais Hey, non, descends. Descends. Bon, voilà, vous rencontrez Brigitte. Attends. Oui, qu'est-ce que tu fais? Tu fais la belle là devant la caméra. Non, non, allez, mais non, Brigitte. laisse-le tranquille. Ça se trouve qu'il aime pas les chats. Il a, J'adore les chats, mais... il a son verre d'eau là. Attends, arrête. Attends, allez, vas-y. Attends, non, il aime pas les chats. Qu'est-ce que tu fais? Je l'ai pas vu depuis que je suis rentré et là, elle fait la belle. Désolé. Et on était où? On était, ah oui, à Londres. Donc je suis allé au siège de Londres et le directeur de pays, il était responsable du passage de tous les géos parce que les charges sociales sont un peu moindres en Angleterre, ou l'étaient à l'époque, depuis qu'on a ce nouveau gouvernement, ça change. Et donc en fait, il faisait passer tous les géos à Londres pour un stage de 3 jours. Il y avait des bonnes formations, mais c'était le temps d'obtenir leur numéro de sécu sociale britannique pour que le club play Moncha. Donc il était responsable de tout ça, plus le marketing envers les agents de voyage et le marketing envers les individus. Elle t'aime bien. Je fais une interview avec... Elle t'aime bien. Ça, c'est Brigitte, voilà. Brigitte. La blonde qui est passée, c'est sa sœur, Lily. Voilà. Donc mon fils qui adore les animaux, il a 3 chats ici, il a 3 chats chez sa mère, et il y a un chien qui passe plus de temps chez sa mère, mais vous allez peut-être, je sais pas si vous allez voir Teddy, il vient de temps en temps, c'est un grand chien blanc. Donc ouais, hop, mais hey. Allez, voilà, il t'appelle. Voilà. Ok, désolé, on a des gay crashes. Et donc je connaissais pas du tout le métier. Ils m'ont formé un petit peu. J'étais nul, vraiment j'étais nul. Je sais pas comment ils m'ont toléré. Et j'étais très malheureux. Encore une fois, je retournais dans ce truc de métro boulot dodo. Les collègues qui... Dans un environnement où les gens... Ça commence à 9h, ils arrivent à 9h. Ça termine à 17. À 17 moins 5, ils mettent leur veste et tout. Et en fait, j'étais pas du tout inspiré. Je trouvais que ça tirait vers le bas. Et je me demandais à quoi je servais. Voilà. J'avais pas de raison d'être. Et je cherchais un travail à Paris pendant que ma copine de l'époque qui était à Paris cherchait un travail à Londres. Je sais pas si elle cherchait vraiment, mais en tout cas, j'ai trouvé en premier. Et c'était avec les clubs de fitness où je donnais des cours. Parce que comme le travail au Club Med ne m'inspirait pas dans les bureaux, j'avais commencé à donner exercise music, donc l'aérobic, le step, etc. Et j'avais un contact qui connaissait le fondateur et il cherchait à ouvrir l'entreprise en France. Et je connais c'était un vraiment gars, une grosse chaîne. Fitness First. Il y avait, à l'époque que j'ai commencé avec eux, ils avaient 300 et quelques clubs dans le monde. Et quand je suis parti, ils avaient près de 600 clubs dans 17 pays. Donc c'était vraiment un multinational costaud. C'était la plus grande chaîne à l'époque quand je suis parti. Et donc j'ai eu contact avec lui, il m'a invité, on a discuté, il a eu mes rapports de performance, etc. Et écoute, je pense que tu as du potentiel et tu parles français. Est-ce que ça te dit d'ouvrir Fitness First en France? Je dis, bah, écoute, je connais rien d'ouvrir une boîte, comme je connaissais rien du marketing au Club Med. Mais si tu veux, j'y vais. Puis il a pris un post-it, il a écrit mon salaire dessus. Je vais te payer ça si tu veux. Et c'était beaucoup plus que ce que j'ai gagné. Et j'ai fait bon, pour l'aventure. J'étais là. Je suis sorti. Et mais bon, une fois que tu viens en France, tu payes toutes les charges entre le brut et le net et tout le machin. Mais je me plains pas, je me plaignais pas, c'était super. Donc je suis arrivé en France pour ouvrir cette boîte. Il y avait 0 club. Il y avait 3 salariés et j'étais responsable de. Il y avait un gars qui avait cherché les locaux pour ouvrir les 9 premiers clubs. Et donc je devais trouver les équipes, les recruter, les former. Il y avait des équipes d'accueil, des équipes commerciales et des équipes de coach. Et je devais les trouver, les recruter, les former.
Et ensuite, je devais faire les préventes, arriver au point mort et ensuite opérer les clubs. Sauf qu'on ouvrait trois clubs à la fois. Donc, c'est-à-dire les mêmes mois, c'était 2001. Fin août 2001, on ouvrait 3 clubs. Et ensuite, fin novembre 2001, on ouvrait encore 3 clubs. On ouvrait 9 clubs sur la première année. Et c'était un désastre. Je bossais toutes les heures que je pouvais. Donc, au bout de 6 mois, je suis rentré de Brest parce qu'on avait un club à Brest. Ça aurait été pas le premier lieu qu'on ouvrait des clubs, mais en fait, on s'est rendu compte que le gars qui avait signé les locaux, il avait pris un bac chiche pour prendre des endroits dans des centres commerciaux qui faisaient des bids, en fait. Et ils avaient des mètres carrés à gogo. Ils avaient payé ce mec des enveloppes pour qu'il signe pour Fitness First. Voilà. Donc, on se retrouve avec 9 clubs dans des endroits, c'était des white elephants, comme on dit, des éléphants blancs. C'est-à-dire, c'est magnifique, mais ça ne sert pas à grand-chose. Et il fallait les rentabiliser. Première année, non seulement il y avait un investissement d'environ 1,5 million à l'époque, et je parle de 2001, donc 1,5 million en 2001, c'était beaucoup plus qu'aujourd'hui, par club d'ouverture. Il y avait aussi une perte opérationnelle sur la première année de 3 millions d'euros. Donc 3 millions d'euros de perte opérationnelle en 2001. Et le fondateur de Fitness First, il va sur Bloomberg TV, donc c'est la chaîne de télé, pour ceux qui ne connaissent pas, d'entrepreneuriat, de la bourse. Et il allait mettre Fitness First sur la bourse. Et donc ça sortait en bourse. Et l'entretien, c'était bon, vous êtes dans 17 pays, c'est magnifique, les résultats sont extraordinaires, votre expansion, l'EBITDA est incroyable, etc. Félicitations. Et mais sur ce ciel bleu, il y a un nuage. C'est la France. Et là, j'étais, merde. Donc ça parlait de moi et mon équipe à l'époque. Donc la France, vous avez perdu. Oui, bon, on a vu, c'est bien, on a lancé, on a investi, on va rectifier, on a identifié les soucis. Je suis, putain, ça sent la lettre, quoi. Et j'étais invité par lui à son bureau en Angleterre, donc je devais partir de la France en Angleterre. J'ai écrit ma lettre de démission. Parce que je me dis, c'est pas possible d'avoir 17 pays. Il y en a un où il y a un échec, et les 16 autres qui avancent. L'Espagne, l'Italie et la France ont ouvert en même temps. L'Espagne et l'Italie faisaient des super résultats, la France pas. Et il m'a dit alors, et puis on a discuté 20 minutes, et je lui ai dit, écoutez, voilà ma lettre de démission, mais je voulais expliquer. Il a dit, écoute, tout le monde sait que tu as une attitude incroyable, tu bosses toutes les heures possibles, et tout le monde t'apprécie. C'est-à-dire que tu as de l'enthousiasme, mais que tu as des défaillances techniques. C'est-à-dire, tu n'as jamais vendu d'abonnement, tu n'as jamais... Mais j'avais jamais géré un club avant que tu m'envoies là-bas. Et là, en un an, je me retrouve à gérer 9. Donc, il fallait non seulement apprendre à opérer un club, ce qui est déjà beaucoup, mais comment opérer multi-sites. Donc, je suis désolé, je t'ai perdu 3 millions d'euros. Et il me fait, mais tu crois que je vais accepter ta démission? Je pensais que tu allais me virer, donc je préférais démissionner avant que tu me vires. Au moins, je pars avec un peu ma tête haute, quoi. Et il m'a dit, mais jamais de la vie. Là, tu as eu une formation de 3 millions d'euros. Il faut maintenant que tu me rembourses. Et il me fait, tu me rembourseras en arrivant au point mort et en gagnant de l'argent après. Je dis, OK. Il me fait, maintenant, je vais t'envoyer en Australie. Je dis, putain, non seulement tu me vires pas, mais tu m'envoies en Australie. C'est magique, tout ça. Il me fait, ouais, tu partiras 15 jours. Je dis, oh, génial. À Sydney, tu rencontreras un gars qui s'appelle Terry Q. Donc à l'époque, il n'y avait pas grand-chose sur lui. Tu sais, allé sur Google, machin. C'était même pas Google à l'époque, c'était... Putain, c'était quoi? Le truc qui a disparu. Les moteurs de recherche qui étaient un peu bidons à l'époque. Et il n'y avait pas grand-chose sur les gens. J'essaie de le trouver, je ne trouvais pas. C'était ex-force spécial sud-africain qui avait voyagé pas mal. Il s'est retrouvé en Nouvelle-Zélande et ensuite en Australie. Et il avait appris la vente dans les produits chirurgicaux pour les chirurgiens et les hôpitaux. Donc il faisait le tour des hôpitaux et puis il leur vendait... voilà. Et il avait amené des process de démarchage. Il avait amené des process de démarchage, de prospection, de comment fixer un rendez-vous, comment confirmer le rendez-vous, comment briser la glace, comment analyser les besoins de l'hôpital, etc. Comment montrer les solutions et comment réfuter les... Il avait développé des scripts. C'était vraiment un visionnaire sur la prospection et la vente. Donc j'ai parti 15 jours avec lui.
Et il a dit, voilà, tu vas rencontrer Terry Q, tu vas passer 15 jours avec lui, tu vas faire un tour de club, tu vas travailler avec lui. Et voilà une liste de choses que tu dois préparer. Donc, voilà un script qu'il m'a envoyé. Il me remet un script. C'est un truc de 9 pages. Moi, les scripts que j'avais vus, c'était des trucs un peu bidons, etc. Mais là, c'était 9 pages. Je ne comprenais pas le pourquoi de toutes les questions. Et il m'a dit, voilà. Et il y a une lettre de couverture avec. La lettre de couverture disait, apprends par cœur le script, mot pour mot. Tu seras testé le premier jour. Si tu ne connais pas le script, je te ramènerai à l'aéroport. C'était écrit sur la feuille. C'est brutal. Et ensuite, il y avait 2 bouquins qu'il fallait lire et étudier. Et il a mis encore une fois, si tu descends de l'avion sans avoir lu les bouquins, même pas tu montes dans ma voiture. C'était écrit sur le mec, je connaissais pas. C'est un fou. Donc je pars en Australie, dans l'avion, je bouquinais pour finir les bouquins dans l'avion. Je dis merde. Le script, je l'avais travaillé, je l'avais écrit, le réécrit, etc. Et c'est lui-même qui vient à l'aéroport pour me récupérer. Et il me sourit, super sourit, il me demande si je veux un café. On monte dans sa voiture, on part au siège. Et là, il me présente les gens, il m'amène dans un bureau qui était libre. Il fait, tiens, tu peux poser tes affaires là, t'inquiète, le café sur la table et tout machin. Et il y avait des feuilles de papier vierges et un stylo. Et il me fait, je reviens dans une demi-heure. Tu notes le script, s'il te plaît. Donc, il tenait sa parole. Il m'avait dit qu'il allait me tester sur le script, il m'a testé sur le script. Donc, j'ai écrit le script. Au mieux que j'étais nerveux, je me suis dit, putain, ça rigole pas, quoi. Genre, on est dans le monde du fitness. Moi, je pensais que c'était tu vois, femme en lycra et tout machin. Et le mec, il fait, voilà, okay, il reprend le script, il dit, pas mal, je te donnerai un 9 sur 10. Et c'est assez bon pour que je te ramène pas à l'aéroport. Mais c'est pas assez bon pour que je dise à Mac de te garder à la fin des 15 jours. À la fin des 15 jours, tu auras exactement le même exercice. Dernier jour, tu reviendras ici avec les mêmes papiers vierges, le même stylo. Et là, ça doit être 100%. Je dis OK. Et après, je suis parti avec lui dans les clubs. Et il m'a présenté les clubs, j'ai observé, j'ai pris des notes, je posais des questions, etc. Deuxième jour, il m'installe, il me fait OK, observe. Okay. Il m'a mis un casque, maintenant à toi. Donc, je faisais les appels, machin, etc. Allez, viens, on va rencontrer des corporates. Okay. T'as des rendez-vous? Il me fait non. Je dis, merde, qu'est-ce qu'on va faire? Il m'amène dans des immeubles de malades, comme à la Défense, c'est à 50 étages, etc. Et l'heure de pointe le matin, il a quelques cartes d'invitation dans sa main pour les clubs. Et il appelle l'ascenseur. Pendant que l'ascenseur arrive, il y a 15-20 personnes autour. Et il me retient. Il dit, on rentre en dernier. Donc tout le monde rentre dans l'ascenseur et nous, on rentre en dernier. Boum, c'est serré. Et au lieu de se mettre dos aux gens, comme tu fais dans l'ascenseur, il se met face aux gens. Et il me retourne pour que je me mette face aux gens. Et c'est la première fois que je voyais une démarche comme ça. Il fait, hey, how's it going? Et tout le monde est choqué parce que tu sais, c'est un mec face à toi dans l'ascenseur. My name's Terry. And I work at Fitness First. Some of you may be anyone a member. Et puis il y avait 2-3 membres de Fitness First. Hey, cool, great workouts. Hope you're enjoying it. For those that aren't members, I've got a few guest passes here. J'ai des invitations. Si vous voulez une invitation gratuite, c'est d'une valeur de $20. Il suffit de le présenter à l'accueil et vous venez vous entraîner gratuitement si vous voulez tester le club. On est à 2 minutes, machin. Il distribue des trucs. Est-ce que ça vous dit qu'on prend rendez-vous comme ça? Vous avez rendez-vous avec un coach si vous voulez pour discuter un petit peu de vos objectifs. C'est quoi ton numéro pour comme ça? Il prend des numéros, au fur et à mesure, les mecs ils sortent, on fait tous les étages, on redescend. Et j'étais cloué. Le mec, il avait distribué une dizaine de cartes et il avait pris 4-5 numéros de téléphone. Et ça lui a pris 5 minutes. Ouais. Donc ça, déjà, ça te plante une petite graine à toi sur le niveau un peu et c'était, de prospection. Ouais. On redescend. Et je dis, ça c'était magique, c'est génial, ça t'a plu? Purée, nous, on rame pour trouver des prospects, etc. Et là... t'as pris tes couilles et t'es parti. J'étais super. Et c'est bien. Il appuie là, c'est ça ton tour. Et donc je l'ai fait. J'ai eu moins de réussite que lui. J'ai bégayé un peu et puis j'avais l'accent anglais, donc il savait que j'étais pas. Et j'étais blanc comme un cul. Moi, j'étais blanc comme un cul. Donc il voyait le mec avec du jet lag et tout le machin, décalage, comme ça. Mais j'ai réussi à prendre quelques numéros, etc. Et donc je commençais à comprendre. Et j'ai commencé à comprendre aussi comment former les gens. Tell, show, do, review, ce qu'on fait même dans le coaching, c'est la même chose. On leur dit ce qu'on va faire, on leur montre ce qu'on va faire, eux ils font, on observe, on donne du feedback, c'est la même chose. Et donc dans l'entreprise c'est la même chose et avec tes équipes tu fais la même chose. Tu leur dis ce que tu veux, tu leur montres comment faire, tu leur donnes les outils pour le faire. Ils font et puis ensuite tu donnes du feedback. Et quand on prend un stagiaire et on le développe à coach et ensuite à junior coach, senior coach, etc., c'est la même chose.
Et ça s'arrête jamais. Même avec David, qui est avec nous depuis 2012, que vous avez rencontré ce matin, qui aujourd'hui est directeur de training, directeur de l'entraînement et de sport pour nous, pour nos box et pour le French. Ce matin, on avait ça. Je parlais de choses, d'objectifs pour le développement, pour le French, etc. Et je partage la vision, j'explique à quoi ça ressemble, et il va faire un truc, et là, je vais le profiler. Donc, ce que j'ai appris à ces moments-là, je ne savais pas. Hein, c'était toujours... c'est 2002, là, maintenant. J'applique aujourd'hui. Et des belles rencontres chez Fitness First. Donc, à la fin des 2 semaines, il m'a fait le test, etc. Et j'ai eu 100%. Et il m'a félicité. Et là, aujourd'hui, je suis parti en Australie en février avec mon fils. On avait des formations d'affiliés avec OW, etc. Et puis, on a fait un peu de vacances des 2 côtés. Je suis allé à Sydney et j'étais très content de revoir TRQ toutes ces années plus tard. La dernière fois que je l'avais vu, c'était 2010, quand j'avais quitté Fitness First. Et ouais, beaucoup d'émotions parce que c'est quelqu'un qui m'a changé la vie. Il a été très dur avec moi, mais très juste. Et il n'avait pas peur de couper les gens. Donc ça voulait dire que si tu étais dans l'équipe, c'est que tu méritais d'être dans l'équipe. Donc tu étais fier d'être dans l'équipe parce que tu savais que tu n'étais pas juste là parce qu'il avait la flemme de te virer ou il trouvait personne de mieux, etc. Il gérait comme un manager d'équipe de foot. T'as un meilleur joueur, j'ai beau t'aimer, mais j'ai un meilleur joueur à ta place, je le mets. Toi, ton rôle, c'est d'être le meilleur joueur pour ton rôle. Voilà, c'est tout. Et tu garderas ton poste. Et il m'a appris pas mal de choses. Il m'a appris d'aimer les équipes. Donc, il avait un côté très humain aussi. Et à la suite, je suis rentré en France. L'année d'après, on est arrivé au point mort, donc on n'a pas perdu d'argent. On a encore ouvert quelques clubs. Et l'année d'après ça, on a gagné 3 millions d'euros. Donc, au bout de 2 ans après, j'avais remboursé les pertes. Voilà. Et, ce qui était plutôt rapide au final. Ouais, c'était pas mal. C'était pas mal. Et après, on a gagné encore de l'argent. Et puis en 2006, j'ai été invité par Mike Balfour à passer du temps en Espagne. Donc de toujours gérer la France, mais d'aller en Espagne. Parce que l'Espagne, où ils avaient dit, ouais, mais regarde, la France, vous ouvrez en même temps que l'Espagne et l'Italie, magnifique, et vous, vous êtes les derniers de la classe. Là, tout d'un coup, l'Espagne commençait à trembler un peu. Tandis que la France continuait à grandir. Et est-ce que tu peux aller aider l'Espagne? Donc pour moi, c'était un peu de fierté parce que j'avais mal vécu cette première année. Entre-temps, au bout de 6 mois, la femme pour qui je suis allé en France, elle avait mis mes valises devant la porte de l'appart. Elle avait fermé la porte et tout. Et j'ai dormi dans ma voiture pendant 2 nuits. Et j'ai vécu personnellement un très gros échec. J'étais dans un hôtel de merde. À Paris, j'avais pas d'amis, j'avais que quelques collègues. Je bossais toutes les heures que je pouvais parce que je voulais pas l'échec. Et c'était la première année, hein, d'ailleurs. Et elle en avait marre que je sois pas là. C'était une belle personne, mais qui voulait que son mec soit à la maison à 18h pour ensuite regarder Claire Chazal à l'époque à la télé et tout ça. C'était pas mon destin. Et d'ailleurs, je l'ai recroisé à Paris il y a pas longtemps, style 20 ans plus tard, par hasard. Je suis comme ça, Marie, Daniel, ça va? Ouais. T'as des enfants? Ouais. Toi aussi? Ouais, cool, ok. Ouais. Ciao. C'était super bizarre. Et elle allait bien, donc ça c'est cool. Et elle m'avait mis à la porte. Et les 6 mois après ça, j'ai vécu dans un hôtel d'une étoile. Quand je dis une étoile, c'est une étoile. Et j'ai fait un deal avec le gérant, parce que je n'allais pas rester de nuit. C'était à 10 minutes du bureau et c'était pratique et tout. Je mangeais les nouilles avec de l'eau chauffée comme ça, là, parce que tout mon argent allait dans l'hôtel, en fait. Tu fais 30 000 par mois dans un hôtel, même si c'est un hôtel qui est pas cher, tu perds un peu ton salaire. Et je me suis beaucoup posé la question, tiens, j'ai pris les mauvaises décisions, l'échec, etc. Et après, il y a eu l'histoire avec Mike Balfour et Terry Q. Et j'ai eu mon premier appart, etc. C'était cool. J'avais touché le fond. J'avais plus d'argent, mais je voulais pas rentrer en Angleterre parce que c'était mon orgueil. L'histoire de quand tu persévères, tu réussis. Quand tu lâches, tu gagnes jamais.
Winners never quit and quitters never win, right? C'est l'expression, ceux qui lâchent les lâcheurs ne gagnent jamais, les gagnants ne lâchent pas, ou un truc comme ça, l'expression. C'était un peu ça que j'avais en tête. Et TRIQ m'a aidé à voir comment je pouvais réussir. Donc je suis rentré de l'Australie, j'ai formé les équipes, on a changé notre système de gestion, de suivi, etc. Et comment on utilisait d'ailleurs tous les systèmes informatiques qu'on avait à l'époque. Il n'y avait pas Salesforce à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Donc, on avait un système interne. Donc, j'ai appris à lire les PNL, j'ai appris à lire les KPIs, à isoler très rapidement où étaient les faiblesses dans nos gens, dans ce qu'ils faisaient ou dans la formation. Et ensuite, ils ont envoyé un jeune homme qui s'appelait Dan O'Day, un Australien, pour gérer l'Europe. Et moi, j'étais en France et en Espagne. Et ce gars-là, il m'a appris beaucoup. Il m'a appris beaucoup sur la psychologie, la psychologie du leadership. Je me souviens, quand j'ai eu mon premier appart, c'était un studio dans le 15e arrondissement de Paris. C'était pas grand, mais j'étais content parce que de ma voiture à la chambre d'hôtel dans un hôtel 1 étoile, faut l'imaginer, quoi. Et j'ai fait plusieurs mois dans l'hôtel 1 étoile. Et donc d'avoir mon petit studio appart à Paris dans le 15e, j'étais super fier. Il y avait un coin cuisine, mais il n'y avait rien dedans. Il n'y a pas de petit frigo, il n'y avait rien. Et quand je l'ai dit à Dan, qui était mon responsable à ce moment-là, je suis content, je suis dedans. Il dit génial. Et la cuisine, raconte-moi comment ça va. J'ai dit pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, il y a juste 2 plaques. Il a dit t'as pas de four. J'ai dit non, pas de four encore, mais il fait micro-ondes. Non, pas de micro-ondes non plus, etc. Et il devait venir pour auditer le travail que je faisais, etc. Donc, je vais à Charles de Gaulle le récupérer dans ma petite Renault. C'était quoi? C'était pas, je sais plus, Renault Clio. C'était une Renault Clio bleue. Je vais le chercher dans ma Renault Clio bleue et il a un carton avec une corde autour, comme ça, en 4, comme ça, et qui portait à la main. Et j'ouvre le coffre, il pose le carton dedans, je ne pose pas de questions. Et je dis, OK, bon, tu vas aller visiter quel club? Et tous mes managers, ils étaient journée d'audit. Et il fait non, pas de club. Montre-moi ton appart. J'ai envie de voir ton appart. Je dis, OK, cool. T'es sûr? Ouais. Donc on va de Charles de Gaulle dans le 15e. Et quand on arrive devant chez moi, il me dit tiens, tu peux ouvrir le coffre? J'ouvre le coffre et puis il sort le carton. Il me fait ça, c'est pour toi. Et c'était un micro-ondes. Et c'est con parce que c'est juste un micro-ondes, mais il m'avait écouté, il me voyait. J'étais important pour lui. J'étais assez important pour qu'il aille acheter un micro-ondes, qu'il l'amène dans l'avion, tu vois, et qu'il l'amène à Paris. Et qu'il, au lieu d'aller dans le travail, de prendre un pas de recul. Et c'était le message, c'était, tu as les process, c'est on est là pour faire des audits, voilà. Mais que les personnes sont plus importantes que les process. Si tu perds les personnes, les process, ça ne servent à rien. Et donc, il m'a beaucoup appris, Dan O'Day. Donc, j'ai eu une série de super leaders. Et dans ces leaders, il y a aussi prof de sport à l'école et mon père. Donc, j'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont beaucoup influencé. Et donc, j'ai beaucoup appris avec ce monsieur-là. Donc, bon, bref. Au fur et à mesure des mois, il m'invite à rester en Espagne temps plein parce qu'il fallait, en gros, sauver l'entreprise espagnole. Il y avait 19 clubs là-bas. Ça marchait pas mal. Quelques mois plus tard, il me demande d'aider aussi en Italie. Donc, je faisais France, Italie, Espagne. Je tournais comme ça, ce qui était pas mal non plus. Et de l'enthousiasme, de l'énergie, plus le savoir-faire. Waouh, extraordinaire. Au début, la première année, j'avais pas de savoir-faire. J'avais mon enthousiasme. Et donc, ça m'a beaucoup appris aussi quand je recrute et je cherche l'avenir de moi, mon entreprise. Et ça m'aide à essayer de trouver des pépites. Voilà. Et donc, j'ai fait ça. J'avais rencontré une femme extraordinaire qui est devenue la maman de mon fils, Sam. Avec Fitness First, c'est une autre chose où je suis très reconnaissant pour Fitness First. Il y avait des gens magnifiques. Il y avait des formations extraordinaires sur les finances, les PNL, retrouver les locaux, la formation, la vente, etc. C'était vraiment une boîte extraordinaire de formation et de développement. Mais je suis arrivé à un moment où je voyageais autant, je m'entraînais 5 fois par semaine. Et pourtant, je commençais à avoir mal au dos, je commençais à prendre du poids. Je dis merde,
Je m'entraîne quand même 5 fois par semaine. Mais les entraînements, c'était quoi? Comme tous les clubs de fitness à l'époque, le monde du fitness, c'était simple. Tu avais un plateau avec des machines guidées, un petit peu de poids libre. Mais il fallait les barres, c'était pour faire du bench. Hein. Ça servait à ça, pas grand-chose d'autre. Et les cours co. Et tu avais du spinning, voilà. Et s'il y avait une piscine, tu avais de l'aquagym. Ça, c'était le monde du fitness à l'époque. Et je me dis, merde, je fais les cours de Les Mills. Je donnais plus de cours. Parce que moi, quand Les Mills est arrivé, ça m'intéressait plus. J'ai arrêté les cours des années avant. Et là, je faisais les body pump, les trucs, machin. Allez, Superman, etc. Jumping jacks, à gogo, etc. Et je prenais du poids et je dormais mal et j'étais stressé. Et je dis, merde, il doit y avoir un entraînement mieux que ça. Et donc, j'ai tapé sur l'Internet, j'ai tapé High Intensity Workout. Et j'ai acheté des collections de DVD de merde où tu faisais des burpees dans ton salon. Et des donc, trucs, tu testais tout ce que tu trouvais. Ouais, pour essayer de trouver une solution. Ouais. Et j'ai acheté un super vélo de route. Et ensuite, j'ai eu un accident, donc j'ai arrêté de faire du vélo de route. Et j'ai mis le vélo sur vous savez, la roue statique comme ça, là. Donc, dans le salon, j'étais comme ça. Je regardais des films, je pédalais de ouf. Donc, quand je faisais du cardio, je devenais trop maigre. Et quand je faisais des programmes de muscu, etc., je devenais costaud. Mais en fait, c'était soit j'étais immobile, mais costaud, ou je m'envolais avec le vent, quoi. Et je naviguais comme ça. Je disais, putain, c'est pas possible. Et tout d'un coup, je descends et je vais sur la deuxième page, il y a un truc, je clique dessus, et là, il y a un site un peu dégueulasse, pas dans tous les sens, mais il y avait Workout of the Day. Je regarde, je comprends rien, je scrolle vers le bas. Il n'y avait pas plusieurs pages, il y avait une seule page que tu scrollais. Il y avait tous les autres. Tu pouvais partir en arrière des années en scrollant sur le truc. Et donc, j'ai commencé à faire les entraînements, ou au moins, j'ai commencé à choisir les entraînements où je pensais être capable de les faire. C'était CrossFit.com. Ouais. Et je voyais les commentaires, je voyais les scores. Mais ces mecs, c'est des ouf. Je faisais des scores. Moi, je donnais de tout cas. Je terminais là, j'étais par terre, je tremblais. Mon système nerveux, il était complètement cuit. Genre, oh shit. Et au bout de quelques semaines, je suis tombé complètement. Je suis devenu accro du truc. Et je me couchais et j'étais au lit comme un enfant qui attendait le Père Noël. Demain matin, j'ai hâte de cliquer, de voir quel est l'entraînement du jour. Et c'était un truc de malade. Donc, c'est arrivé la découverte de CrossFit, ça t'a illuminé. Ouais, et il y avait sur le site à l'époque, quand j'ai commencé, il y avait que des anglophones, beaucoup de Canadiens, Britanniques. La majorité, c'était des Américains. Il y avait des Chris Spiller, il y avait Rory, il y avait 4-5 noms qui sont devenus très connus après. Il y avait Annie Sakamoto, il y avait Nicole Carr. Tout le monde écrivait en fait leur score dedans. C'était le lieu où ils rentraient leur score. Et c'était peut-être le premier chatroom CrossFit, c'était ça. Et il y avait le journal aussi. Et donc, je commençais à cliquer sur le journal et lire des articles. Et putain, il y a une méthodologie. Je savais pas. Moi, je pensais que c'était... Il y a une méthodologie, d'accord. Okay. Tiens, il y a des définitions. Putain. Okay, je lisais les articles et tout. Et puis, j'ai vu Level 1. Je clique dessus. Formation, machin. Putain, il y a des formations. Ouais. Ça faisait des mois que je faisais des entraînements, mais je connaissais rien de CrossFit ou des gens. J'avais jamais entendu parler de Castro ou de Glassman, oui, parce qu'il signait les articles et tout le machin. Et donc, je dis à Sophie, la maman de Sam, je dis, est-ce que ça te gêne si je prends un peu d'oseille et je pars en Angleterre pour une formation CrossFit? Et elle me fait, ouais, pas de souci. Ça va m'aider à mieux comprendre pour mes entraînements et tout le machin. Et j'avais essayé de faire quelques entraînements dans les clubs que je gérais. Et en fait, même dans les clubs où je gérais, attends, est-ce que je peux mettre les pieds sur les murs? Non, on est nulle part là. Attends, est-ce que je peux faire la barre? Non, non, on peut pas. Je faisais des deadlifts, les mecs disaient, non, tu vas te blesser le dos. Hein. Et en fait, je me suis rendu compte que nos clubs n'étaient pas du tout adaptés à ce genre d'entraînement, c'était incompatible. Donc, j'ai acheté du matos pour la maison. Ma première barre, c'est la maman de Sam qui me l'a acheté. Elle a acheté avec une paire de disques de 20, donc je faisais tout soit barre à vide, soit à 60 kilos. J'ai fait beaucoup de thrusters barre à vide à l'époque et beaucoup de snatch barre à vide. Et donc, je suis parti sur cette formation juste pour moi, en tant que personne qui voulait mieux s'entraîner et se tenir en forme. J'avais à l'époque, j'avais 37 ans. Quand j'ai fait 36 ou 37 ans. Et donc, j'ai découvert le CrossFit assez tard, comparé à
je vois les jeunes, là, mon fils, putain, il fait du crossfit depuis qu'il était capable de se tenir aux anneaux, quoi. Et c'est mon plus gros regret, c'est de ne pas avoir découvert plus tôt. Et donc, je vais sur la formation. Et là, ils sont cool. Je suis un peu nerveux. Je rentre dans la box. Je ne savais même pas ce que c'était une box. J'avais jamais mis les pieds dans une box. Première box, c'est le jour où tu fais ton level 1. Donc, je rentre. Les mecs, ils t'accueillent. Ils sourient. Oh, il y a un peu de musique. Les mecs sont cool. Je suis tranquille. Je peux me détendre un peu. Voilà. Et puis, tout d'un coup, pendant qu'on attend que ça commence, il y a un mec qui se met en piqué. L'autre qui saute à la corde. Un autre qui se suspend. Tu vois. Un autre qui fait des mains. Putain, c'est Cirque du Soleil, le bordel. C'est quoi ce truc? What the fuck's going on? J'ai commencé à prendre peur. Je je suis où là? Oh mon Dieu. Et on s'installe. Il présente son équipe, très cool. On fait la journée. À chaque groupe, pour bouger, en fait, ils prennent quelqu'un au milieu qui bouge pas super bien pour que les autres analysent et puis qui t'améliore devant. C'est magique, tu vois. Tu prends quelqu'un qui a un squat de merde et puis 2-3 regardez le squat. Devine qui était pris au milieu, c'était moi. Et pourtant, je travaillais dans le milieu du fitness depuis des lustres. Donc déjà, je me suis rendu compte qu'on peut vite penser qu'on bouge bien. Mais si on a personne autour de soi qui sait à quoi ça ressemble de bien bouger, tu bouges comme une merde. Voilà. Donc, je me sentais humilié dans ces petits groupes à chaque fois. Mais j'ai vite compris que j'avais beaucoup à apprendre. Et dans les moments théoriques, ils ont défini des choses qui auparavant n'avaient jamais été définies. Donc, c'est quoi le fitness? De définir une définition scientifique du fitness. Ta capacité de travail. C'est quoi le CrossFit? Pourquoi des AMRAP? Tout avait été conçu pour te donner des résultats. Et moi, je faisais mes entraînements tout seul, dans mon jardin. Limite, j'avais peut-être un ami que j'invitais, etc. Et c'était la première fois que je faisais des séances vraiment en cours, comme ça. Donc, je voyais l'application du CrossFit dans une salle. Donc, j'ai terminé le samedi. Il y a un moment social le samedi soir où ils sortent des fit aids et des bières. Et le Flow Master, il me fait hey, Daniel, ça va? Ça s'est bien passé? Je dis, ouais. Il me fait pas trop dur. Je dis écoute, je tremblais avec un PVC, donc c'est que j'apprends. Il me fait ouais, très bien. Tu t'entraînes dans quelle box? Je dis pas. Je m'entraîne pas dans une box. Le mec, me fait, pourquoi? Je suis fou. Je dis parce que là d'où je viens, il n'y a pas de box. Il ouvre un Heineken. C'était pas des super bonnes bières, hein, mais il m'ouvre un Heineken, il me donne un Heineken. Et il me fait ouvre une box alors. Et puis il me tourne le dos, il part. J'étais là avec mon Heineken. Ok. Je bois la Heineken pour prendre un peu de courage. Et j'ai appelé Sophie. J'ai dit hey, Sophie, tu crois quoi hein? Je pense que toi et moi, on va démissionner et on va ouvrir une box de CrossFit. Elle fait écoute, je veux bien que tu fasses ta formation, mais prépare le Nord, ferme ta gueule, finis ta formation, rentre à la maison et on en discutera quand tu rentres. Et donc là, c'est 2010. Et je me suis dit, je vais quand même essayer avec Fitness First. Et j'avais un rôle où j'avais accès aux actionnaires. J'étais invité dans les board meetings, donc où je mettais costard cravate et tout machin. Et je leur présente le concept. Je dis voilà, on a un problème de rétention. De 2008 à 2010, c'était une mauvaise période. Il y avait une crise financière en 2008 et toutes les boîtes souffraient un peu. Je dis voilà, nous on a plus de résiliation que de nouveaux qui rentrent, etc. Voilà. Je crois que j'ai la solution. En fait, on dégage un paquet de tapis, d'elliptiques, vélo horizontal, machin, tous ces trucs-là. On met des rigs, on met du petit matos, on met des barres, on change le sol, etc. Et on forme des coachs révolutionnaires. On forme des coachs. Au lieu d'avoir des mecs qui nettoient les machines et qui font des programmes de bienvenue, et puis après, sont là pour cocher une case, quoi. Vraiment, on forme des coachs. Et les séances sont coachées par des coachs. Non, mais les cours collectifs. Ouais, mais honnêtement, c'est plus de l'anime que c'est du fun, c'est bien, etc. Ouais, mais en termes de résultats, là, vraiment, c'est constamment varié. Donc, j'essaye de leur expliquer le level 1 en 2 heures. Et je leur dis, voilà, les raisons pour lesquelles les gens ils quittent nos clubs. On avait fait des recherches. Ils font toujours les mêmes choses. Donc, ils n'ont pas de résultats. Quand ils n'ont pas de résultats, ça les démotive. Ils apprennent rien et ils parlent à personne. Voilà, c'était les 5 raisons majeures que les gens ils identifiaient pour la raison de perte d'engouement pour aller à la salle de fitness. Et à l'époque, il y avait 13% de nos adhérents qui signaient leur contrat et ensuite ne venaient jamais s'entraîner. 13%. Donc ils étaient assez motivés ou ils se sentaient assez coupables pour dire allez, j'y vais. Ils prenaient leur carte d'abonné, ils mettaient dans la poche. J'avais promis à ma femme que j'allais m'inscrire. Je me suis inscrit. 13%.
Et il y avait 13% aussi des adhérents qui s'inscrivaient et ils venaient une seule fois pour s'entraîner. Et ensuite, ils se faisaient tellement chier, ou ça faisait tellement mal, ou ils étaient tellement comme un poisson hors de l'eau, tous ces gens-là, ça me fait peur, etc., qui revenaient jamais. Ouais. Donc 26% des gens qui s'inscrivaient dans une salle, et c'était pas le low cost comme ils ont aujourd'hui, mais 26% des gens ne s'accrochaient pas du tout. J'ai dit non, regarde, les gens ils réservent comme pour un kiné ou un médecin, et s'ils viennent pas, ils reçoivent un message ou un appel, etc. C'est coaché du début jusqu'à la fin, il y a une interaction, c'est avec d'autres gens, on part à la guerre ensemble, même si on adapte et on se calme. Et les gens et les actionnaires de Fitness First à l'époque, ils m'ont juste dit, écoute, c'est bien pour tes entraînements, c'est cool, mais raconte pas des conneries. Là, on a une perte de vitesse depuis 2 ans, mais c'est pour une crise financière. Ce qui a marché avant marchera après. Je dis ok, si tu veux. Et au bout de quelques semaines, j'ai démissionné pour aller ouvrir ma box. Voilà, avec Sophie. Donc ça n'a pas du tout pris à ce moment-là quand tu en as parlé. Non, en 2010, ils y croyaient pas. Il y avait 0 box en France en 2010. Et au moment où je parlais avec eux, il devait y avoir 800 box dans le monde. Quelque chose comme ça. Et le temps de démissionner, on voulait ouvrir une box à Bordeaux, etc. Il y a 4 box qui sont ouvertes en France. Il y avait Montpellier, Culture Fit Toulouse avec Albéric, Lyon avec Nico, et CrossFit Bordeaux avec Ossine et Kader. C'était les 4 qui étaient ouverts. Et donc nous, on avait un projet d'ouverture. Moi, j'ai démissionné de Fitness First, Sophie aussi. Et j'ai pris mes économies. Je crois que c'était plus 70K, je crois. Et c'est tout l'argent qu'on avait. Et là, il y a Reebok qui me contacte. Et ils me disent, on a appris que tu as démissionné de Fitness First. Parce qu'il y a des années auparavant, un interlude, j'avais fait partie du Reebok University. Ils avaient un truc de formation de coach. Et j'étais formateur là-dedans. J'ai pris beaucoup de plaisir avec eux. C'était vraiment une entreprise très sympa. Donc, ils me connaissaient un petit peu d'avant. Et ils avaient gardé un œil sur moi, sur, je sais plus ce que c'était, Facebook ou j'en sais rien. Et ils voient que j'ai démissionné. Et ils me contactent. Ils me disent, on a une proposition pour toi. Je dis, c'est gentil, mais je viens de démissionner d'une multinationale. C'est pas pour commencer avec une autre. Même si j'aime votre marque et tout le machin. Ils font, non, mais vraiment, on a une proposition. Viens au moins, on t'invite à Paris, on te paye le billet. Viens, on déjeune, on discute. Je monte au siège. J'étais à Saint-Quentin-en-Yvelines, le trou du cul de la planète là-bas. J'arrive au siège, super sympa. De l'équipe actuelle, je connaissais personne, ils avaient tout changé depuis que j'avais fait le Reebok University. On déjeune et puis ils me disent, bon, raconte-nous. Je dis, bah, écoute, vous allez sûrement pas connaître, mais je vais ouvrir une box de CrossFit. Ils font, ah, je dis, vous connaissez? Il fait, oui, oui. Parce que bon, peut-être tu le sais pas, mais on vient de signer un deal avec CrossFit pour 10 ans, qui débutera dans quelques mois. Et c'est pour ça qu'on t'invite. Je dis, oh, putain, quelle coïncidence. C'est beau. Et ils disent, on aimerait avoir des flagships dans chaque pays, chaque pays majeur pour Reebok, qui porte le nom Reebok. Je dis, mais moi j'ai envie de porter le nom CrossFit. Oui, mais ce sera, par exemple, Reebok CrossFit quelque chose. Ou Reebok CrossFit tout court. J'ai dit, non, c'est gentil, mais ça m'intéresse pas. Non, mais nous, on n'interfère pas financièrement, juste vous portez notre nom, on fait du marketing avec vous, on fait des événements, vous nous aidez avec les événements, à activer les événements, etc. Et puis voilà, c'est une façon d'attirer l'attention et tout le machin, et on vous donne des dotations pour vos équipes et tout. Je dis, bon, écoute. Mais par contre, seul caveat, c'est il faut que ça soit à Paris. Et nous, on voulait vous ici à Bordeaux. Voilà. Parce que Sophie, elle venait de Bordeaux. Et après, donc, des mois de négociation, etc., on a accepté et on est monté à Paris avec Sophie. On a amené une petite équipe avec nous, de Bordelais d'ailleurs. Et on est parti d'une belle maison à Bordeaux avec un grand jardin. On venait d'avoir Sam, qui lui est né en fin 2009, donc il était tout petit toujours. Et on déménage à Paris dans un appart très cher. On était plusieurs dedans. Et nous, on était une famille, quoi. On n'avait pas beaucoup de moyens. J'avais que mes économies pour démarrer le projet. Et putain, cette première année était
Très dur. Très dur. On a failli faire faillite plusieurs fois. Le local qu'on avait trouvé, c'était dans un immeuble rue du Louvre. C'est pour ça d'ailleurs qu'on s'appelle le Louvre. C'était pas pour, c'était pas pour le musée, etc. C'était le local de vote sur rue du Louvre à Paris. Et on avait signé le bail. Et le vendredi, on arrive sur Paris. Et le gars, il me dit, je dis, bon, à quelle heure vous voulez que je passe pour récupérer les clés? On a l'Algeco qui arrive lundi avec, pour la démolition, machin, etc. Il me fait, annuler l'Algeco. Je dis, comment ça? Ben, je vais pas vous donner les clés. On a signé le bail. Oui, mais LVMH, qui ont premier étage, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, ils aimeraient en fait, eux, récupérer rez-de-chaussée et le moins 1. C'était là qu'on devait mettre la box. Je dis, mais comment ça? On a signé un bail. Ouais, mais je m'en fous. C'était Unibail, l'entreprise. Donc, si vous travaillez pour Unibail, vous n'avez pas beaucoup de valeur. Vous avez beaucoup d'argent, beaucoup de moyens, mais regardez-vous dans la glace. Et donc, ils ont refusé de nous donner les clés. Et je dis, merde. On avait embauché 5 personnes, principalement pour l'accueil, etc., pour faire la prospection et tout machin. Et comment est-ce qu'on va payer les salaires? Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, j'ai réuni l'équipe dans avenue Marceau de Paris, dans une brasserie. Je lui ai dit, écoutez, on a encore des mauvaises nouvelles. J'ai encore des mauvaises nouvelles parce que le conteneur qui avait amené nos affaires de Bordeaux à Paris avait été visité, comme ils disent. Le train s'était arrêté parce qu'il neigeait. Et des camions avec des gentils bulgares sont arrivés. Ils ont ouvert tous les conteneurs et ils avaient volé ou cassé toutes nos affaires. Donc, tous nos biens, les bijoux, les photos de famille avaient été déchirées, machin. Nos meubles ont été massacrés à couteau. Ils ont volé tous mes montres, le montre que mon père, tout a été volé. Et on a pris ça le vendredi matin. 2 heures plus tard, j'appelle le bailleur et lui me dit que on n'a pas les clés. Donc, c'était vraiment une sale journée cette journée-là. Donc j'ai réuni l'équipe. Déjà Sophie, elle était en larmes parce que toutes les affaires de Sam, déjà c'était un moment assez compliqué. Et j'ai dit, bon, j'ai quelques mauvaises nouvelles. Et là, la réunion autour de la table dans une brasserie. Je dis, bon, qu'on a le choix. Soit on dit, écoute, c'était une bonne idée, mais bon, peut-être le destin nous dit que non. Et on rentre à Bordeaux tous, là. Ou on dit, non, c'est une aventure et c'est une bosse dans la route. Et moi, je pensais qu'ils allaient être mitigés, ou au mieux qu'il allait y avoir peut-être une personne qui dit, non, on est à Paris, on envoie la sauce, on a besoin de lancer le CrossFit ici. J'espérais qu'il y en aurait une, et en fait, tout le monde l'a dit. Donc, il y avait Mathieu Bouillet, il y avait Nasser Touati, il y avait Sébastien Hureau, et bien sûr Sophie, qui gère les box aujourd'hui. Et ils ont tous dit, mais non, on croit, ça va marcher. Le local, il faut persévérer. Et c'est eux qui m'ont en fait encouragé à rester. Moi, j'étais au fin fond. Je savais que les 70 000 euros pour les salaires et les frais engendrés, le déménagement, machin, ça allait faire quelques mois. Et puis voilà. Et surtout avec les charges en France. Merci, monsieur Macron. Et donc, on a dit, on va persévérer. Et là, Reebok, ils nous ont aidés. Ils nous ont aidés avec des contacts en IMO, etc. On a fait plusieurs mois sans local. On faisait des annonces sur Facebook, boîte gratuit, dans un parc, etc. Et tout d'un coup, il y avait des pompiers qui prenaient le train d'Orléans pour venir faire une séance dans un parc de Paris. Il y avait des flics, il y avait des rugbyman, des judokas. Il y avait plein de gens qui étaient à l'INSEP qui sont venus. On s'est retrouvés. Première séance, on était 16. Et c'était Jardin de Tokyo, au Palais Tokyo. C'est le Palais Tokyo, on a fait là-dedans. On s'est fait chasser par le gardien du parc. Mais on a bien rigolé, c'était cool. Et deuxième séance, on était plus de 30. Et au bout de 4 semaines, on était 120. Ok. Donc, bouche à oreille, Champ de Mars. À connaître un petit peu. peu. Bouche à oreille. Et Facebook. Les gens, ils prenaient en photo. Nous, on prenait des photos, on taguait les gens, etc. Et tout machin. Et à chaque fois qu'ils réservaient, ils demandaient nom, prénom,
code postal, email, numéro de téléphone. Voilà. Et quand ils arrivaient, je disais, ton prénom, super, tiens. Et on donnait une étiquette, comme sur le level 1. Une étiquette. Comme ça, avec les 120. Et avec 120, j'ai dit, merde, je peux pas coacher ça tout seul. Donc, j'ai fait appel à des coachs avec qui j'avais déjà travaillé, dont David, que vous avez rencontré ce matin. Johnny, qui est toujours sur la boxe à Paris, qui coach toujours avec nous. Ça faisait partie des 2 premiers coachs. Et on a donné les séances à 120 personnes, Champ de Mars. Les gens s'arrêtaient. Les flics venaient, mais heureusement, dans les 120, on avait pas mal de flics. Donc, on avait repéré... il y avait Élie Marjorin, d'ailleurs, qui est le flowmaster français, là, senior staff. C'était un des gars qui s'entraînait dans les premiers entraînements. Julian Festor, qui était devenu directeur de pays, c'était un des premiers à venir dans les séances. Et tous ces gars-là, naturellement, ils nous ont aidés à... on n'avait pas de voiture et on avait peu de matériel. On gardait le matériel. Entre l'ascenseur et l'appartement, on avait un petit appartement et nos voisins nous détestaient. Il y avait des wall balls, quelques disques, quelques kettlebells, des abmats et des barres. Voilà. Et tout ce matos pour ces séances, on n'avait pas de voiture, donc on prenait une Autolib avec et tu pouvais ouvrir la fenêtre arrière du coffre et les barres sortaient comme ça. Donc on conduisait à Paris avec les barres qui sortaient et on s'est fait arrêter plusieurs fois par les flics et machin. Et ils se demandaient ce qu'on faisait. Puis quand on expliquait, ils rigolaient, tu vois. Et donc ça, c'était cool. C'est des bons souvenirs, mais c'était dur, putain. On avait 0 chiffre d'affaires. Mais pour moi, c'était l'investissement, c'était de la prospection. Ouais. Donc, on avait créé notre base de données de 500 personnes sur Paris. Et à ce moment-là, on trouve un local éphémère. Rue Étienne Marcel, c'était un magasin, rez-de-chaussée, premier étage. Le tout faisait 90 mètres carrés sur les deux étages. Sophie, Mathieu, Nasser s'occupaient de l'accueil. La prospection, prise de rendez-vous, l'accueil des gens, prise de rendez-vous pour les initiations, pour les gens qui nous rejoignaient. Ils accueillaient tous les adhérents qui rentraient, leur offraient un café en attendant, etc. Discutaient avec eux, apprenaient à les connaître. Vraiment, ils créaient l'environnement. La communauté, elle commençait avec ça. Et après, moi, je faisais la prog avec Seb, etc. Et on avait 3 fois rien que matos. On faisait plus d'entraînement dans les rues de Paris qu'à l'intérieur. Et donc, on décidait où on allait faire les WOD en fonction de ce qu'on voulait leur faire faire. Et on sortait avec les balais pour balayer le verre et tout le machin, parfois avec des seaux pour les pistes de chiens et tout le machin. Et tout le monde s'entraînait dans les rues ou des trucs comme ça. Et j'étais convoqué à la mairie plusieurs fois, les flics sont venus. Une fois, j'étais en animation avec Reebok, je sais plus, à Nice ou un truc comme ça. Et puis, la BAC du 2e arrondissement sont venus, ils ont défoncé les portes. Ils sortaient les flingues comme Starsky Hutch. C'est qui là? Vous êtes qui? Bande de gitans, machin. Ils étaient vraiment agressifs. Et ils ont failli emporter Sophie. Qui est responsable là? C'est moi. Hein. Vous êtes quoi là? Une petite entreprise de fitness. C'est ça, ouais. Non, on a un bail, on paye un loyer, machin, etc. Ah, d'accord, ils se sont calmés un peu. Et en fait, il y avait un voisin qui connaissait le commissaire. Ouais. Il y avait tout ça, c'était de l'aventure, quoi. C'était le Far West. Les gens, ils comprenaient pas ce qu'on faisait. Ouais. Et comme c'était pas connu, voilà, personne n'avait entendu de CrossFit. Non, on est une box de CrossFit. C'est quoi ça? Tu te fous de ma gueule? Tu sais, c'était ce genre de... C'était vraiment marginal à l'époque. Ouais. Et donc, on a fait ça. Après, on est parti Place des Victoires. Ça, c'était pas mal. C'était encore plus cher comme loyer. Et à ce moment-là, on a commencé enfin à faire rentrer de l'argent. Et entre-temps, sincèrement, quand on avait pris le local éphémère, il me restait 2 semaines de trésorerie. Et après, on pliait. Et si on n'avait pas signé ce local éphémère, on n'existerait pas aujourd'hui. Et local éphémère, on pouvait servir un certain nombre, mais pas beaucoup de gens. On couvrait les coudes, mais de justesse. On était ras les pâquerettes. Ça allait pas pouvoir perdurer. Il suffisait d'avoir une augmentation d'électricité ou un truc comme ça, et puis en fait, tu étais déficitaire. Donc, il fallait qu'on trouve un autre moyen. Donc, quand on est allé à la banque, on donnait plus de services, donc on a augmenté un petit peu ce qu'on leur demandait, et on a pu prendre plus d'adhérents. On est parti sur cette première année à plus de 400 adhérents, c'est très bien. Surtout comme le CrossFit n'était pas du tout connu, on était dans les early adopters, les adopteurs tôt. Si on regarde la courbe, la cloche d'adoption, il y a les innovateurs et puis il y a ceux qui prennent des risques à adopter, etc.
Et après, à partir de ça, tu as la majorité précoce et puis la majorité tardive et les laggards. Et on était vraiment avec ces early adopters. Les early adopters, c'était quoi? C'était des pompiers, des flics, des sportifs, des ex-sportifs de haut niveau, des gens qui se croyaient ils voulaient passer les tests militaires ou flics, etc. Et donc, de pouvoir trouver 400 de ça, c'était pas mal. On avait vraiment travaillé bien les parrainages, etc. Et prochaine étape, c'était Avenue de l'Opéra. Il nous restait 2 mois sur le bail à la banque. Et le bailleur nous avait dit qu'il n'allait pas nous garder. Et je suis tombé sur ce local, mais par hasard. J'avais visité 50 endroits qui étaient soit trop chers, soit complètement... tu ne pouvais pas les commercialiser. Tu ne pouvais rien faire de nuisance, etc. Sur le Paris, c'est compliqué. Et là, tout d'un coup, je cours de l'appartement à Place des Victoires et je passe devant un truc où il y a plein d'affiches, tu vois. Ça sent la pisse, machin. C'était tout fermé, tout noir. Et je dis, putain, le truc, je sais pas, je vois pas le truc. Et à un moment donné, ça devait être un supermarché. Je parle au voisin qui était un resto italien. Je dis, qu'est-ce qu'il y avait à côté? Il dit, c'était une boîte de nuit, mais il y avait toujours des problèmes. C'était un peu lugubre. Je dis, ok, bon. Et il y a en dessous de trucs, je gratte un peu, et puis il y a un numéro appelé d'agent IMO. Donc j'appelle, et on fait la visite. Et là, je rentre, je dis, oh my God, le truc dégueulasse. Et il y avait plein de... Donc la box, là où il y a CrossFit Louvre aujourd'hui, il y avait plein de petits murs avec des attaches, des trous, des trucs un peu, voilà. Donc vous pouvez imaginer. Et là, je touche rien. Tu sais, je mets mes mains dans les poches comme ça, je regarde comme ça. Je dis, ah, putain. Et je leur demande, quels sont les murs porteurs? Bah, les murs là, tout ça, ça peut dégager. Donc je commence à visualiser, est-ce qu'il y a moyen quand même de coacher des gens? Ouais. Et comme on venait de rien, on venait des parcs, on venait des rues, et on venait d'un magasin de 2 fois 45 mètres carrés, ce que je voyais était bien mieux que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et j'avais pas le choix. Il restait 2 mois. Donc on a négocié, on a signé, et on avait 2 mois pour faire la démolition, construction, avec permis, machin. Donc on s'est mis au taf. Ok. C'était quoi les tarifs du local à l'époque, si tu peux C'était les cher. donner? Ouais. C'était cher. On passait à 42 000 euros par mois. Ok. Et donc là, je me suis dit, pour 42 000 euros par mois, il fallait qu'on ajoute 200 adhérents de plus que là où on était, rien que pour être au point mort. Et j'ai dit, bon, on a 2 mois aussi pour faire du bruit, pour faire une liste d'attente, pour créer de l'excitation, pour parler à nos adhérents actuels, pour qu'ils aient envie de, non seulement eux, transférer, parce que c'était quand même à 600 mètres à pied. Ça paraît rien, mais à Paris, 600 mètres, ça change de quartier. Et il y a des gens qui ne veulent pas sortir de ça. Boulot, métro, travail, machin, et ils veulent que la boxe soit... Voilà. Et donc, on voulait transférer un maximum de gens, donc on commençait à parler, faire beaucoup de parrainage, travailler les parrainages. Donc, on avait les noms, numéros de téléphone, on prenait les rendez-vous. On disait, là, on est sur liste d'attente, ici, on est booké, mais dès qu'on déménage... Et donc, on a déménagé, et sincèrement, ça a pris, pour ajouter les 200, ça a pris 2 mois. Ouais. Voilà. Est-ce que tu te basais un peu sur des modèles qui existaient déjà aux États-Unis, par exemple, ou vraiment c'était que la création je m'étais renseigné, j'avais visité quand même quelques box, j'avais visité CrossFit One à Boston, j'avais visité toutes les box qu'il y avait dans la région de Boston pour voir comment ils opéraient, les tarifs, etc. Pour moi, ils avaient les bons tarifs, mais en fait, ils opéraient, ils sous-opéraient. Il y avait moyen d'avoir, ils faisaient des cours à moitié vides, les gars, ils pensaient que d'avoir 150 adhérents, c'était... incroyable, etc. Et toutes les box que j'ai visitées, c'était vraiment, ils sous-estimaient. Donc, l'histoire des procédures, des process que j'avais appris, Club Med, Fitness First, etc., les mecs là, ils ont 0 process. C'est des coachs passionnés, mais ils arrivent avec 0 vision, etc. Il n'y avait aucune box que j'ai visitée où ils avaient des gens de l'accueil, il n'y avait pas d'équipe d'accueil, etc. Et nous, on avait commencé avec ça. Sophie, Nasser et merde. Oh, purée, comment il s'appelle le jeune? Il est devenu super coach aussi. Il a sa propre boîte maintenant. Ça me reviendra. Mais ils étaient à l'accueil temps plein. Et pour moi, ça, c'était vraiment l'essentiel. Tu peux te focaliser sur... Moi, je me focalisais sur le coaching avec Seb, etc. On a recruté David, on a recruté Johnny, etc. Mais il fallait cet équilibre. C'est le cercle vertueux de la réussite.
tu dois prospecter et vendre pour pouvoir donner du service. Sinon, tu n'as pas les clients et tu n'as pas les moyens financiers de donner du service. Et tu dois donner un excellent service pour avoir une bonne réputation, garder tes clients, mais également nourrir les parrainages. Et c'est ça le cercle de la vie de toute entreprise. Et quand je voyais les box, je me disais, en fait, ils se focalisent que sur... C'était comme Fight Club. C'était génial, mais c'était caché. Hein, les box, il y en avait, mais les voisins, ils ne savaient pas où c'était, truc machin. Je dis, putain, pas de visibilité. Etc. Donc, on a changé un peu ça. Il y avait des box qui nous traitaient de plein de choses. Mais quand je vois aujourd'hui le marché français, je suis assez fier de ce qu'on a fait. On a brisé quelques tabous dans le monde du CrossFit. Là, on a des teneurs de boxe qui viennent de partout dans le monde pour travailler avec nous. Et puis, avec OWE, ils viennent pour apprendre les procédures, les scripts, les techniques, etc. Ils viennent pour passer des semaines entières avec Sophie ou David. Okay. Là, il y avait des Espagnols, il y avait des Polonais, des Australiens, etc. Et avec plaisir. Si ça aide à faire pousser le CrossFit, c'est cool. Et donc là, aujourd'hui, on est toujours sur ce local-là, avenue de l'Opéra. C'était le premier CrossFit de Louvre. C'est quand même ma box de cœur, même si j'y vais beaucoup moins souvent aujourd'hui. Quand j'y vais, j'ai que des super souvenirs, des moments difficiles, mais qui deviennent des super souvenirs parce qu'on est dès qu'on survit, ça va. Sur le moment, tu as l'impression que ça... Et donc là, avec les 42 000 € de loyer, il fallait vraiment se bouger et j'avais peur. Mais après, tu te dis, mais c'est quoi le pire? Qu'est-ce qui arrive? Tu fais faillite, tu remballes tes valises, tu vas vivre chez tes parents avec ton enfant quelques mois pour te reconstruire. Tu bois un petit whisky et puis voilà, tu te remets au taf, quoi. Donc au final, tu as essayé de prendre un peu le meilleur des deux mondes, la méthodologie CrossFit qui est vraiment au cœur de ce que vous faites, plus du coup ce que tu as pu apprendre chez Fitness First, mais surtout, en termes de marketing, en termes de... J'aurais pas pu le faire seul. Et ça, c'est un conseil pour tous ceux qui veulent démarrer. Il faut avoir au moins une personne qui comprend ton délire. Et moi, je l'ai toujours dit, je continue. J'ai eu de la chance d'avoir Sophie et de toujours avoir Sophie. Genre, quand je dis toujours, on est séparés depuis maintenant. En fait, cette première année de CrossFit Louvre, elle a beaucoup pesé, et puis il y avait plein d'autres choses, etc. Mais c'était une année très stressante. On était en difficulté, on n'avait pas d'intimité, on n'avait pas de temps, on bossait tous les deux comme des fous pour faire réussir ce projet, etc. Et en fait, on n'a pas nourri notre couple, mais on a su trouver une façon pour continuer à travailler ensemble. Donc on se voit, on se parle tous les jours, que ce soit pour Sam, notre fils, ou pour les box et le travail. Et même en dehors des box, sur les autres aventures, elle me conseille. C'est peut-être ma conseillère la plus sacrée, et la personne que j'écoute le plus. C'est mon ex-femme, quoi. Ouais. Ça, c'est pas quelque chose qu'on dit souvent, mais non, beaucoup de chance. T'as d'autres personnes. Voilà, Mathieu Bouillet, c'est le jeune que j'ai oublié tout à l'heure. Son prénom, désolé Mathieu. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu et qu'on s'est pas eu, mais des gens formidables. Saburo, un super coach, et on a eu nos différends. Il y a des moments où, en tant que chef d'entreprise, tu dois prendre des décisions différentes ou difficiles, pardon, pour faire avancer le projet. Et on a dû se séparer avec Seb il y a quelques années. Il a son club à Pessac qui tourne très bien. Je garde un œil dessus. Je suis très content pour lui. Et c'est un super gars. David, Julian Festor, Élie Margerin, des super rencontres. Aujourd'hui, j'ai des head coach, Steven que vous avez rencontré à Louvre 2, Mehdi, Rémi, j'ai des responsables d'accueil sur chaque box. C'est magique. Et sans ces gens-là, tu peux pas. Pour toi, c'est ça vraiment l'élément clé qui fait qu'une salle peut vraiment bien marcher, c'est les humains que tu mets dedans. Ah, complètement. Désolé de dire ça à vous, de Pépi. L'essentiel n'est pas le matériel, c'est pas le local, c'est les gens. C'est une aventure humaine, tout ça. Toute entreprise est faite par des gens pour des gens. Mais dans ce qu'on fait nous, dans le monde du CrossFit, encore plus. Parce que le service, la chose qu'on te donne,
c'est pas on vend pas une voiture. On donne un impact sur la personne et pas que sur des besoins physiologiques, mais également mental, émotionnel, un besoin d'appartenance, un besoin de sécurité psychologique, un besoin de réalisation de soi, de prise de confiance, d'évolution, de se sentir plus capable, affranchi, etc. Il n'y a rien qui touche la personne comme le CrossFit peut toucher une personne. C'est ça la différence majeure par rapport justement au low cost. Il me semble que tu parlais aussi de vendre un mensonge pour les low cost, justement. Ouais, c'est de vendre la perception de fitness. Souvent, c'est tiens, ils viennent, transpirent un peu, ils sont un peu essoufflés, donc ils pensent que ils sont en train de se rendre plus fit. Mais le fitness, c'est pas quelque chose qui s'achète sur une séance à la semaine. Il faut de la constance, il faut les bonnes mécaniques, il faut de la constance dans l'application et dans la venue. Et ensuite, il faut bien doser l'intensité. Et je dis pas que j'ai pas envie de parler mal des low cost parce qu'ils ont leur place. C'est-à-dire, il y a des gens qui n'ont pas les moyens de se payer une box de CrossFit, j'en suis conscient, donc il faut commencer quelque part. Et les low cost sont super pour CrossFit. Nous, la salle là où on était ce matin, il y a un Basic Fit autour, il y a un Fitness Park et là, il y a un On-Air qui arrive, mais j'ai pas du tout peur. Ils nous nourrissent. Tu penses qu'il y a un espèce de tremplin vers la salle de CrossFit, justement ? Tout à fait. Les jeunes qui n'ont pas d'oseille, les étudiants, machin, etc., ils sont très contents d'aller à un Basic Fit et de pouvoir s'entraîner, etc., 24 heures sur 7 jours sur 7, etc. Jusqu'au moment où ils plafonnent, où voilà, ils en ont marre de faire la queue ou d'essayer de faire le bon timing pour aller sur le plateau de muscu, pour pouvoir avoir leurs haltères, etc. Et ils se disent, tiens, en fait, quand ton temps devient précieux, c'est surtout quand tu développes une vie avec des responsabilités, tu as moins de temps, tu as moins de liberté. Donc d'avoir quelque chose qui est très efficace, très efficient et sécuritaire, qui donne des putains de résultats, ça, tu es prêt à payer en prime pour ça. Tu payes pour économiser du temps. Donc le low cost, les gens, ils y vont, ils passent 3 heures, ils se regardent dans la glace, ils jouent avec ça, ils se font un selfie, machin, c'est très bien. Mais dès que tu as un travail, peut-être un partenaire, etc., et tu peux plus se consacrer de 18h à 21h à te rendre plus en forme, tu as peut-être 1 heure avant de devoir aller faire les courses et de rentrer, de manger avec quelqu'un ou de cuisiner. Donc on voit dans une évolution, il y a des gens, dès que tu commences à mûrir, tu cherches d'autres services qui peuvent te donner le même résultat ou mieux. Et ça, c'est le CrossFit. Donc les low cost sont un très bon tremplin pour aller ensuite vers le CrossFit. Il y a un moment dans la vie où les jeunes qui veulent payer 15 €, ils ont un peu plus de moyens. Donc, ils peuvent investir 100 balles pour faire un truc qui est bien plus efficient, etc. Et aussi, où les gens ne se cachent pas derrière les écouteurs, mais tu développes des amitiés, tu développes des choses en commun. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les box de CrossFit sont des lieux incroyables de rencontres et de mariage et d'enfants et de... Il y a plein de bébés du Louvre maintenant, c'est génial. Il y a plein de couples du Louvre. Il y a eu quelques divorces du Louvre aussi, mais voilà. Je pense que c'est intéressant d'analyser la société et de voir comment le service qu'on donne rentre dans la société. Comment est-ce que ensuite t'es passé justement au développement d'une deuxième salle, d'une troisième salle ? Comment est-ce que ça s'est fait La deuxième, c'était avec la séparation avec Sophie. Donc, elle étant bordelaise, quand on s'est séparés, elle est descendue à Bordeaux et elle prenait Sam avec elle. Donc, moi, j'avais l'impression d'être abandonné à Paris. Paris, c'était pas ma ville. La France, c'était pas mon pays. Paris, c'était pas ma ville. Je suis un Anglais. J'étais un peu le vagabond du fitness, quoi. Et quand on s'est séparés, ou qu'elle m'a quitté plutôt, pour dire toute la vérité, j'étais anéanti. Mon pourquoi partait. Et donc, j'étais très triste. On a eu des moments un peu compliqués. J'ai eu un problème de santé en 2012 aussi. Elle était là pour me soutenir. Même si on était séparés, la personne qui m'a accompagné au premier rendez-vous, c'était elle. Une femme exceptionnelle, pour moi. Incroyable. Très dure. Elle me fait penser un peu à Terry Q, même si elle est petite. C'est pocket rocket, c'est fusil de poche, tu vois. Elle est honnête. Si tu peux être honnête jusqu'à un défaut, elle est honnête jusqu'à un défaut. Elle est très dure, mais elle aime beaucoup les gens.
elle a envie que les gens réalisent leur potentiel. Elle n'aime pas du tout les fainéants ou les tricheurs. Donc elle est très dure avec les équipes parfois, mais pour leur bien. Et les bons le savent ça. Et donc elle a créé une équipe extraordinaire. Vraiment, ils sont super là. Et c'est elle qui gère les 3 salles maintenant. Comme je disais tout à l'heure en off, moi je passe que 4 jours, peut-être 5 maxi sur l'ensemble des 3 box par mois. Et c'est Sophie qui fait tout. Moi je suis là juste pour guider et parfois conseiller, donner un petit peu de feedback et aiguiller un peu, partager mes envies pour l'avenir, etc., les projets, ce genre de choses, et aider dans la formation des leaders surtout. Et elle descendait à Bordeaux, et on s'est dit, on a commencé ça ensemble, on a tous les deux démissionné de Fitness First pour démarrer CrossFit Louvre. C'est injuste que, parce que personnellement, entre nous, là, tu veux me quitter, ça marche pas, que professionnellement, on ait besoin de le faire aussi. Donc, on s'était dit, si ça marche à Paris, la deuxième box qu'on ouvrira sera à Bordeaux. Comme ça, tu pourras gérer la box de Bordeaux et moi, je gère la box de Paris. Donc, on s'était mis d'accord là-dessus. Et Paris, donc, je me suis mis en mission. Je fais en sorte que Paris fonctionne, comme ça, on peut ouvrir Bordeaux. Et Sophie reste dans l'aventure. Elle faisait un peu l'admin, elle faisait le compta cette première année où elle était descendue, etc. C'était dur. Là, je descendais tous les week-ends pour voir Sam. Et je remontais. Et même déjà ça, de pouvoir me séparer, m'écarter de la boxe dans ces premières années pendant 2 jours par semaine, je me rends compte à quel point j'étais chanceux parce que les équipes me permettaient de le faire. Ils étaient assez bons pour me permettre de le faire. Et quand on était bien en sécurité à Paris, on gagnait bien, on grandissait l'équipe, on formait l'équipe, on prenait beaucoup de plaisir. On cherchait le local sur Bordeaux. On avait commencé avant, même quand on n'était pas prêt financièrement. On a dû visiter une trentaine de locaux. Et puis par hasard, le local où on est là, c'était à Milonga, c'était une entreprise de vente de musique, d'instruments, etc. Ils ont fait faillite. Et ils n'ont pas payé leur loyer pendant plusieurs mois. Et tout d'un coup, parce que en fait, elle habite à côté, là, Sophie. Et le premier club que j'ai ouvert en France, c'est d'ailleurs le Basic Fit que vous avez vu là, à côté. C'était le Fitness First. Et c'est là que j'ai rencontré Sophie. Voilà. Donc on est sur le parking du premier club de fitness que j'ai ouvert. Donc c'est comme si on fait le cercle se boucle un peu. Et on a visité ce local. C'était un peu plus cher que ce qu'on voulait. Là, on paye un loyer à 17 000 par mois pour le local, donc c'est pas rien. C'est moins cher que Paris. Quand tu as l'habitude des 42 000 à Paris, et d'ailleurs ça a augmenté maintenant, mais c'était 42 dans les premières années. Alors, t'imagines ce que c'est maintenant, une quinzaine d'années plus tard, ou 14 ans plus tard. Et donc on a recruté l'équipe, on a ouvert à Bordeaux. Il y avait des Parisiens qui voulaient redescendre, donc Mathieu Bouillet, Nasser voulait redescendre, il y avait Mehmet qui nous avait rejoint aussi. Saburo, qui était le head coach à l'époque, lui il est descendu et David est devenu head coach à Paris. Donc on avait développé assez de gens pour pouvoir ouvrir la deuxième salle. Donc dès que tu sais que tu as une deuxième salle, le plus gros danger, c'est de diluer ton excellence dans ta première salle pour ouvrir la deuxième. Et là, au lieu d'avoir 2 choses qui sont excellentes, tu as le premier qui était excellent, qui devient un peu merdique, et les roues commencent à vibrer un peu, et la deuxième qui démarre. Donc là, tu es dans la merde. Le secret, c'est vraiment de développer assez de leaders pour que tu puisses en enlever la première salle pour mettre la deuxième, sans que la première tremble. Donc on avait fait ça bien. C'était 2014, là maintenant. Fin 2014. Et on a célébré les 10 ans, là, il n'y a pas trop longtemps, avec des feux d'artifice, on a fait du rodeo et tout. J'ai pu faire péter mes chapeaux de cowboy et tout. Et on a pris beaucoup de plaisir à ouvrir la boxe à Bordeaux. Il y avait CrossFit Bordeaux et il y avait 197 box. Donc Kader et Ossine qui avaient leur box sur Bordeaux déjà. On était la 3e box sur Bordeaux. Là maintenant, il y en a 28 si je me trompe. Un truc comme ça. J'ai pas pour une ville avec 800 000 personnes, c'est quand même pas mal. Je pense que la densité, elle est top. Et je suis très fier parce qu'il y a beaucoup de box là sur Bordeaux où les gens, ils étaient soit adhérents chez nous pendant plusieurs années, soit ils travaillaient chez nous pendant plusieurs années.
Et je leur souhaite beaucoup de réussite. C'est super cool. Nous, on tourne convenablement. C'est un grand local, donc c'est cool. C'est plus facile à opérer que Paris. Paris, c'est pas des rectangles faciles à opérer. Il n'y a pas hauteur sous plafond. Tu peux pas lâcher les barres, etc. T'as pas des parkings devant. Voilà. Donc, c'est deux systèmes d'opération très différents. Donc ça, c'est 2014. 2015, on se régale, c'est super. 2016, pareil. 17, super. 2017, je commence à travailler pour CrossFit officiellement. J'avais travaillé comme traducteur depuis 2013 jusqu'à 2017. Et en 2017, j'ai arrêté de faire traducteur parce que à ce moment-là, j'avais présenté Eli comme traducteur. Donc lui, il a commencé comme traducteur à Marjorin. Et moi, j'avais été embauché pour faire liaison. Donc ça n'existait pas, mais Castro était venu pour faire le lancement du 17.1 au Louvre à Paris. Et j'avais présenté tout ce qu'on faisait, les teneurs de boxe, etc. On avait fait un petit apéro et tout. On avait fait une super lancement, c'était très, très, très cool. Il m'a dit, écoute, on a réfléchi à un truc avec Nicole Carroll et Cathy Glassman, la sœur de Greg. On pense que on va faire un test pour voir s'il faut localiser plus de choses que simplement traduire les formations. Moi, j'avais cassé la tête sur les formations. En 2012, j'avais rencontré Cathy Glassman et Nicole et Greg aux Games. Je suis allé aux Games pour la première fois en 2012. Et je leur ai dit, là, vous loupez vraiment quelque chose. Comment ça? Parce que déjà, je rentre et je me présente. Daniel, j'ai une boxe à Paris. Ah, tu viens du Texas? Non, Paris, France. On a une boxe en France? Ils ne savaient même pas qu'ils avaient des boxes en France. Ok, ouais. C'est quoi? C'était vraiment focus. USA. Fight. Ça a été vraiment américain pour américain. Et j'ai dit oui. Il fait, ouais, c'est génial, là, super. Tu parles bien anglais pour un français? Non, je suis anglais. Ah, t'es anglais, ouais. Et je dis, d'ailleurs, c'est le sujet dont je vous parlais. C'est quoi? En fait, votre formation, elle est magique, incroyable. Elle révolutionne le monde du CrossFit. Mais vous avez un problème. C'est que vous le donnez en anglais. Le test n'est qu'en anglais. Il faut les traduire. Ah, on avait réfléchi, mais après, on s'est dit, ça valait pas la peine. J'ai dit, bon, écoutez, je vous donne les statistiques. Tous les gens qu'on envoie en formation, tous les coachs que je connais en formation, vous avez moins de 20% de réussite sur l'examen. David Le Nouvel, par exemple, qui est le head coach, là, le director training, il avait loupé le level 1 la première fois. Mais c'est un bien meilleur coach que moi, avec bien plus de connaissances du CrossFit que moi. C'est juste que tout le matos, tout le contenu, et surtout l'examen était en anglais. J'ai dit, maintenant, vous perdez des opportunités. Les gens, ils ne deviennent pas level 1 trainer et ils sont incapables de demander l'affiliation. Traduisez le level 1. Non, on ne peut pas parce que aux États-Unis, pour être accrédité, machin, j'ai trouvé une solution. Et si vous voulez, vous le donnez toujours en anglais et je traduis verbalement, mot pour mot, ce qu'il dit. Ah, ok, bon, on va réfléchir. Et ils ont validé ça. Ils ont dit ok. Et la première formation, je crois que c'est à Montpellier, c'est Raphaël Lacao, qui est Flowmaster, qui a traduit la première formation au monde. Bon, c'était en français à Montpellier. Et ensuite, on a fait plein à Louvre. Donc, j'ai traduit plus d'une cinquantaine de formations level 1, une vingtaine de level 2. Donc, la méthodologie, je la maîtrisais. À force, tu as fait 70 formations comme ça, tu la maîtrisais pas mal ou tu penses la maîtriser pas mal. Donc, j'avais fait ça. Et puis, donc j'ai appris à connaître les gens d'HQ. Je travaillais pas pour eux. C'était juste, je facturais le week-end de traduction. Je sais plus, c'était quelques centaines de balles. Et j'étais très content. J'ai payé pour ça. Un truc de ouf. Tu sais, j'aide à traduire le level 1. Je passe un super week-end avec des gens extraordinaires. Et en plus, j'ai un petit peu d'oseille. Donc, c'était cool. Je commence à avoir de l'oxygène financière à ce moment-là. 2017, Dave vient. Et puis, il me demande de faire liaison. Je dis, mais c'est quoi liaison? Il fait pas. On sait pas trop. Moi, les attentes, c'est être flexible. Ça, je peux faire. Il me fait, mais t'as pas demandé quel est le package? Je dis, en fait, t'acceptes pas un rôle comme ça pour l'argent. Tu l'acceptes pour la mission, pour le truc. Il me fait, tant mieux parce qu'il y a pas de package. C'est du bénévolat. Je dis, ok, moi, je fais. Donc, février 2017, je commence au rôle de liaison qui devient vite fait country manager. J'ouvre des réseaux sociaux, CrossFit France, machin, etc. C'était Facebook au début. Après, on a mis Insta. Je connaissais rien des réseaux. Je suis une quiche. Si vous regardez mes réseaux, c'est terrible. Même moi, je regardais pas mes réseaux, tu vois. Donc, je commence tout ça et puis il me dit, mais et je reçois des lettres d'avocat. Tu vois. Ouais.
c'est quoi ce truc CrossFit France? Donc, en fait, c'était CrossFit qui m'envoyait des lettres d'avocat parce que j'ouvrais CrossFit France. Et j'ai dit, attends, mais... est-ce qu'on veut d'autres pages que la page en anglais, etc. Donc, il y avait débat en interne, j'explique, machin. Je milite pour, je lutte, etc. Et à l'époque, je sais pas, il devait avoir 8000 followers sur CrossFit France, un truc comme ça. Et j'avais travaillé dur pour les 8000 followers. Vraiment, j'avais cravaché pour les 8000 followers. Je suis allé aux games avec mon téléphone comme ça, avec un stabilisateur, et je parlais. Et là, on voit... puis l'année d'après, il y avait Willy Georges qui venait. On a suivi Willy, on avait fait... Et après, j'ai invité des mecs à venir avec moi, et on a commencé le groupe CrossFit France. Et tout le monde pensait qu'on était payé pour... En fait, on le faisait pour le plaisir de répandre le CrossFit. Tellement ça a bien marché, tellement que CrossFit France décollait, que l'année d'après, on a été rejoint par le Brésil, DACH, donc c'est Deutschland, Autriche, Suisse, le Benelux, l'Espagne, l'Italie et le Royaume-Uni. Tout d'un coup, il y avait un country manager pour tous ces pays-là, et il se tourne vers moi, il dit, tu fais quoi en fait? Et donc j'ai listé les trucs, et j'ai rien inventé. Moi j'ai fait juste ce que je pensais qui allait aider à répandre le CrossFit. J'ai poussé pour des traductions de ça, j'ai poussé pour ci. Je vais aux games. Il fait, mais il te paye pour aller aux games? Bah non, je paye mon billet. Mais t'es fou? Ah non. Tu sais, pour moi, c'est fun, quoi. C'est fun, comme ils disent les Canadiens. Et donc, on faisait ça. Et ils m'ont rejoint dans le délire. Donc, on faisait ça. On avait des responsables, mais c'était des gens, tu sais, des anciens de Glassman, tu sais, qui étaient là, ils buvaient du whisky, ils faisaient des entraînements, tu sais, ils buvaient un whisky avant d'aller s'entraîner. Tu sais. L'échauffement pour eux, c'était le premier tour, c'est l'échauffement. Tu sais. C'est les mecs qui vomissaient après l'entraînement. Oh, c'était génial, tu sais, à l'ancienne, vraiment. Tu sais, quoi, ta boxe, ça des douches, c'est quoi ce truc-là? Ah, vous, cette nouvelle génération, c'était des vieux de la vieille. La plupart, c'était des militaires, des super gens, des belles rencontres. Et puis tout d'un coup, l'international de CrossFit explose. Je dis pas parce que notre travail, mais je sais qu'on a quand même facilité les choses. On a traduit les manuels, on a fait toutes les premières traductions du manuel level 1, les tests, le level 2, les tests, tout le contenu, les réseaux, tous les articles, etc. C'était nous qui l'avons fait. On était vraiment un petit groupe de passionnés de fou. Matteo Pozzati en Italie, Nat Diaz en Espagne, Riccardo Prudente au Brésil, Oli Manjvich, c'était le premier directeur de pays au Royaume-Uni. Il y avait Mac en Allemagne, lui, c'était un barge. Wesley Kloos aux Pays-Bas. La plupart venaient du séminaire staff, sauf Oli, qui lui était teneur de boxe. Et moi, je l'avais rencontré à travers SID, Strength and Depth. Et je me suis dit, putain, ce mec-là, il a du talent, il est bon. C'est lui qui... Voilà, bon. Donc, j'avais aidé ces mecs-là dans les premières années. Et ensuite, la merde. Greg, il se retire des réseaux sociaux parce qu'il n'est pas d'accord avec... en fait, lui, il découvre les choses que nous, on sait maintenant. Que Meta, donc Facebook à l'époque, partageait pas juste tes coordonnées, mais tout ce que tu faisais, chaque touche que tu tapais, chaque mot que tu écrivais, ils analysaient et ils partageaient ça à gogo avec les gouvernements du monde entier pour recevoir de la facilité sur les impôts, machin, c'était tout ce connerie-là. Et Greg, il dévoilait ça au monde, personne ne voulait l'écouter. Il a dit, moi, je refuse de travailler avec ces connards, ils ne respectent pas le client, machin. Et il a dit, on retire CrossFit des réseaux sociaux. Et là, on avait 60 000 personnes, CrossFit France. Ouais. On fait, non. Donc, au lieu de fermer la page, on le met en veille. Tu vois. Lui, il a fermé les pages. Sur CrossFit, il y avait 3 millions de followers. CrossFit Games, il y avait 2 millions de followers. Tu vois. Donc, tous les mecs qui avaient travaillé pour ça, Matt Beshel, Tyson, ils étaient dégoûtés. Leur travail était des années de travail. Et il avait sous-estimé, Greg, l'importance que ça tenait aux yeux des plus jeunes. Voilà. Quasiment tout le monde est plus jeune que Greg. Greg je l'aime beaucoup, mais il a 67 ans. Donc, pas tout le monde est plus jeune que Greg, mais dans le monde du CrossFit, la plupart des teneurs de boxe, etc., sont plus jeunes que lui. Et on profitait de l'élan, en fait, de CrossFit, etc. D'autant plus dans un environnement très communautaire comme le CrossFit. Exact. Donc, il a fait ça. Et ensuite, l'année d'après, il dégage l'équipe média des Games parce que ça coûtait un blinde. Et aussi, c'est devenu très sectaire, c'est-à-dire ils refusaient l'accès à la presse externe. ABC, NBC, ESPN,
New York Times, tout ça. En fait, ils n'avaient pas du tout accès aux games, etc. Et tout ce que Greg il voyait ces mecs qui couraient partout avec des caméras à 15 000 $ que lui, il avait payé, avec des camions pour faire le broadcast que lui, il payait. Il dit, mais ça, on n'est pas une entreprise de médias, on est une entreprise d'entraînement et de formation. On a perdu le Nord. Et donc, comme avec Greg, il prend une décision et puis il a jeté le bébé avec l'eau de bain, ça se dit en anglais. Throw the baby out the bathwater. Tu veux vider le bain, mais en fait, il y a le bébé toujours dedans. Donc, il a fait ça en 2019. Et après, Covid. Et Covid, tout le monde perd la tête. Vaccin, masque, machin, tout est fermé, tout là, comme ça, devant leur écran, attendre. Tu te lèves le matin, tu n'as rien d'autre à foutre que de te mettre sur les réseaux. Et avec Black Lives Matter, le truc de Keith Floyd, où il s'avère en fait que le mec... d'ailleurs, le policier, il va être relâché bientôt, qui a été inculpé de meurtre. Parce que le rapport du médecin légiste avait été étouffé. Et tout. C'est un truc, si vous ne le suivez pas, je vous invite à aller le suivre, mais vraiment, c'était un truc vraiment fait. C'était parti démocrate aux États-Unis pour renforcer le message de diversité, etc. Ils ont manipulé la situation, c'était terrible ce qui s'est passé. Et donc, Greg, il est scientifique. Lui, il pensait faire un truc qui était assez fin. Et il a fait son tweet de Floyd 19. C'était complètement insensible à la situation actuelle. Il avait mal lu la situation. Et il écrivait ça au Department of Health américain. Parce que le Department of Health américain, c'est eux qui ont fait, où ils ont statuté toutes les conditions Covid. La distance, les masques, les vaccins, les conneries, les fermetures d'entreprises, etc. Et lui, il était en guerre ouverte avec eux sur Twitter. Insensé, aucun fondement scientifique sur ce que vous faites. Vous êtes en train de tuer le pays, vous êtes en train de tuer des business, vous êtes en train de... Et il militait pour les box, pour qu'ils puissent rester ouverts, en disant, vous avez besoin de gens en forme. Et tout ce qu'on sait maintenant qui est vrai, à l'époque, tout le monde était un peu... celui qui ne met pas son masque, t'es en train de tuer ma grand-mère. C'était bon à ce moment-là. Et là, le département de santé américain, ils disent, une fois qu'on a fini ça, on va se pencher sur la question du problème racial et social américain. Et lui, donc, il répond à ce tweet, c'est une réponse à ce tweet, et il met Floyd 19, en disant, vous avez merdé le Covid-19, et là, version 2, vous allez vous mêler de ce problème-là et vous allez le rendre encore pire. Ça, c'était son message. Donc lui, il pensait que c'était assez fin. Covid-19, Floyd 19, c'est 8 caractères, machin, il pensait, voilà. Et sauf que, voilà, les assauts aux États-Unis, à ce moment-là, le Black Lives Matter, il a mis le nom Floyd dans un tweet, il est raciste. Ben, vraiment, il fallait être dans un moment de feu où tout brûlait pour dire que le mec qui écrit Floyd 19, il est raciste. Va comprendre la suite de tous les messages. Donc les gens qui disent ouais, pourquoi Glassman c'est un rachot, va t'éduquer, ferme ta gueule, va vraiment lire la série, va vraiment t'éduquer et tu comprendras. Et tu comprendras aussi que ensuite le mouvement pour le dégager, dès qu'il y avait ça a pris l'élan parce qu'il y avait des parties intéressées. Il y avait des ex-partenaires que Greg, il faisait des procès contre eux pour non-paiement, etc. Il y avait un coach assez connu, je vais pas dire son nom, mais il était assez connu, il est beaucoup moins parce que tous les athlètes l'ont quitté, qui lui voulait s'accaparer des games. Et donc il voulait détruire CrossFit pour que les games valent rien, pour qu'ils puissent l'acheter. Il y avait un groupe qui font de l'événementiel, que Greg il faisait un procès contre eux, qui voulait aussi détruire les games et récupérer les... Tous ces gens-là, ils ont manipulé les athlètes avec qui ils avaient des contrats. Ils leur ont demandé de faire des vidéos, donc les Davis Dottir, les machins, etc. Vous pourrez regarder toutes ces vidéos de merde où ils mettent un trépied, ils font là, et puis après, je vais penser à mon chien qui est mort. Ouais, ok, c'est bon. Et ils ont fait des appels émotifs en disant, tant que Glassman est là, j'arrête, machin. Ça. Bref. Donc Greg, il se dit, attends, en fait, ma présence est en train de détruire CrossFit, j'ai pas envie de nuire aux affiliés. Il s'est rendu compte tardivement. Putain, mais mon tweet n'avait rien à voir là-dedans. Et Greg, il est beaucoup de choses,
Mais ce qu'il n'est pas, il n'est pas du tout raciste, il n'est pas sexiste. Son défaut, c'est qu'il a aimé les femmes, surtout les blondes. Voilà. Ça, c'est son défaut. T'as pas 10 enfants par hasard. C'est pas un accident, 10 enfants, tu vois. Un enfant, tu peux dire c'est un accident. 10, c'est... 10, il y a de la pratique, quoi. Donc, il était là-dedans. Et il a tenté de se retirer. Il a mis Castro en CEO. Il a tenté de se retirer pour calmer le jeu. Et en fait, ces groupes qui voulaient sa tête pour pouvoir essayer de détruire CrossFit et de le s'accaparer, lui, il s'est dit, écoute, j'ai pas envie de nuire aux affiliés, mais si ces groupes-là, ils obtiennent le CrossFit, c'est mort. C'est mort. Ils vont prendre le sport et ils vont le transformer dans un truc de merde. Ils vont prendre la méthodologie et ça va mourir. C'est comme une paire de chaussettes. Tu dissocies le sport des affiliés et des affiliés du sport. T'enlèves les affiliés, il n'y a personne qui fait l'open. T'as 400 fous dans le monde. C'est vraiment des vases communicantes. Donc il avait compris ça. Et donc il a vendu. Je pense aussi qu'il était un peu fatigué de tout ça. Il recevait des menaces de mort. Sa femme recevait des menaces de mort. À Paris, nous, on a été attaqués sur Instagram par une page, une page, comment tu dis ça, où les gens ils se dévoilent pas, une page anonyme. Mon entreprise est raciste, ça s'appelait la page. Et parce que Greg, il avait fait un tweet Floyd19 et nous on portait le nom CrossFit, ils avaient affiché CrossFit Louvre comme étant une entreprise raciste. Okay. Donc j'avais un coach qui s'est fait insulter dehors quand il donnait, parce qu'on devait donner les séances à l'extérieur à l'époque. Max 5 personnes, machin, avec 57 mètres carrés chacun, d'un mégaphone, machin. Bref. Et donc cette page nous attaque. Je sais pas, il y avait 8000 likes. Après, ils m'ont affiché, voilà le patron, Daniel Chaffé, machin. Moi, personnellement, je commence à recevoir des trucs, machin. Je dis, putain, ça va loin, ce truc. Un mec aux États-Unis, il met un tweet Floyd19, et tout d'un coup, moi, mes équipes, on est racistes, il faut nous boycotter, machin. Ça allait loin, quoi. Et en fait, tu vois l'effet de cette meute, de ce groupe rempli de haine et de frustration sur les réseaux sociaux, qui existent toujours, hein, déjà. Tu les vois, hein, les mecs, tu sais, ils sont prêts, les extrêmes, que ce soit gauche, droite, machin, ils sont là-dedans. Hein, ils sont prêts à crier au scandale, plutôt que de vraiment s'éduquer et de se renseigner. Et donc, c'était une période assez dure, ça, 2020. Et en plus, on a été fermé plus de 11 mois, avec les loyers que je payais, parce que nos bailleurs, si vous écoutez, merci pour les 0 cadeaux pendant le Covid d'ailleurs. On a licencié personne, on a mis personne à la rue, on voulait faire travailler les coachs, donc on donnait des séances, même si tu coachais que 4-5 personnes, on n'encaissait pas beaucoup d'argent. Et on était rentré dans ce moment-là où on voulait faire beaucoup de travaux, on avait réfléchi à un Louvre 4, on avait de la trésorerie, et en fait, en sortant de Covid, non seulement on avait perdu toute cette trésorerie, mais on avait beaucoup de dettes. Donc la décision, j'avais un pote qui avait des box, il fait moi je mets les clés sous la porte et je ferme et voilà, je recommence ailleurs. Et tout, j'avais une équipe à l'époque de 44 personnes, un truc comme ça. Je mets les clés sous la porte, il y a 44 personnes, c'est pas moi. Donc on n'a pas mis les clés sous la porte. On a pris des crédits à la banque qu'on a remboursés déjà, donc c'est bien. Mais le Covid nous a coûté 5 ans. Parce que la trésorerie, c'était 2 ans avant. Après le Covid, c'était un peu moins de 2 ans. Et après, le remboursement nous a pris 2 ans. Donc, presque 6 ans. Et on vient d'arriver, aujourd'hui, en 2025, là où on était pré-Covid, en termes de trésorerie et de finances. Donc, de 2020 à 2025, 5 ans. Donc, tous ces politiciens, tous ces gens, ces fonctionnaires qui ont poussé toute cette merde de Covid pour le bien des entreprises pharmaceutiques, vous avez fait beaucoup de mal. Nous, on est toujours là. Il y a des box qui n'ont pas survécu. Vous aviez la stabilité justement pour vous permettre ça, mais on avait les reins assez solides pour le faire. C'est ça. Mais si on aurait été dans les 3 premières années ou 4 premières années, on n'aurait pas eu. On aurait fermé. Et à cause de quoi ? À cause du Covid. À cause d'un truc qui a été produit par des êtres humains, à cause d'une défaillance sécuritaire dans le labo. Tout est sorti là. Tous les dossiers ont été sortis aux États-Unis sur le Covid.
la corruption de Pfizer, des entreprises pharmaceutiques avec les politiciens qui ont empoché des milliards, tout ça c'est sorti aujourd'hui, mais il y a eu 0 procès. Mais pourtant, il y a beaucoup d'entrepreneurs et de petites entreprises qui ont souffert. Ceux qui sont toujours là, c'est que soit ils sont arrivés après, ou ils ont vécu. Moi, je vois quelqu'un avec un masque, j'ai stress post-traumatique. Je vais arrêter vos conneries là. On va pas refaire ce qu'on a fait en 2020 et 2021. Hein. Mais il dit, ouais, bon. Il y avait l'année dernière, oui, il y a le Covid qui revient, allez vous faire foutre. Là, honnêtement, il faudrait m'emporter en menottes avant que je ferme les box. Ça, c'était vraiment une période de fou où on a perdu les têtes. Mais on est toujours là. Ouais, voilà. Donc, là, j'ai beaucoup d'émotions, par exemple. J'ai eu des moments à vous raconter tout ça. J'ai eu des moments bien et des moments moins bien. Il y avait des choses auxquelles je n'avais pas pensé depuis un moment où j'avais essayé de... En fait, les mauvais moments, j'essaie de les ranger dans une petite boîte et je les sors rarement. Beaucoup de travail pour être là où on est aujourd'hui. C'est déjà la fin de la première partie de ce podcast. La suite est déjà dispo, alors si vous voulez découvrir la vision de Daniel sur la gestion de box, foncez écouter la deuxième partie. Merci d'avoir passé ce moment avec nous sur Pépite. On espère que vous avez apprécié l'échange, que vous en ressortez avec des astuces et plein d'inspiration pour vous lancer ou repenser votre salle de sport. Si l'épisode vous a plu, partagez-le autour de vous. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner au podcast et à nous suivre sur les réseaux. Nous, c'est Pépi et on se retrouve très vite pour de nouvelles discussions inspirantes.